Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Je vais reprendre tout de suite la lecture d'Anna Karenine. Ce soir, je suis un tout petit peu tristonnette, on va dire. Et j'espère que je vais tomber sur, sur la famille heureuse. On verra bien. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. 6e partie, 1er chapitre. Daria Alexandrovna passait l'été à Prokofskoïe chez sa sœur Kitty. Comme sa maison de Yergouchovo tombait en ruine, elle avait accepté la proposition que lui firent les Lévines de s'installer chez eux avec ses enfants. Stepan Arkadievitch approuva fort cet arrangement et témoigna un vif regret de ne pouvoir venir que de loin en loin. Ses occupations l'empêchaient de consacrer les beaux jours à sa famille, ce qui eût été pour lui le comble du bonheur. Outre les Oblonsky, leurs enfants et la gouvernante, les Lévines avaient encore chez eux la vieille princesse qui croyait nécessaire de surveiller la grossesse de sa fille. Ils avaient aussi Varinka, l'amie de Kitty à Soden, qui tenait sa promesse de la venir voir dès qu'elle serait mariée. Pour sympathiques que lui fussent tous ces gens-là, Lévin n'en constatait pas moins que c'étaient tous des parents ou des amis de sa femme. Il se prit à regretter que l'élément Tcherbatsky, comme il disait, écartât un peu trop l'élément Lévin. Celui-ci n'était représenté que par Serge Ivanovitch, lequel d'ailleurs tenait plus des Kosnichev que des Lévin. La vieille maison, si longtemps déserte, n'avait presque plus de chambres inoccupées. Tous les jours, en se mettant à table, la princesse comptait les convives. Pour éviter le fâcheux nombre 13, elle devait bien souvent contraindre un de ses petits-enfants à prendre place à une table à part. De son côté, Kitty mettait, en bonne ménagère, tous ses soins à s'approvisionner de poulets, de canards, de dindons pour satisfaire aux appétits de ses invités, grands et petits, que l'air de la campagne rendait exigeants. La famille était à table et les enfants projetaient d'aller cueillir des champignons avec la gouvernante et Varinka lorsque, à la grande surprise de tous les convives qui professaient pour son esprit et sa science un respect voisin de l'admiration, Serge Ivanovitch se mêla à ce fort prosaïque entretien. « Permettez-moi de vous accompagner, j'aime beaucoup cette distraction, dit-il en s'adressant à Varinka. « Avec plaisir, répondit celle-ci en rougissant. Kitty échangea un regard avec Dolly. Cette proposition confirmait une idée qui la préoccupait depuis quelque temps. Craignant qu'on ne s'aperçût de son geste, elle s'empressa d'adresser la parole à sa mère. Après le dîner, Serge Ivanovitch, sa tasse de café à la main, s'assit au salon sur le rebord d'une fenêtre, continuant avec son frère une conversation commencée à table, tout en surveillant la porte par où devaient sortir les enfants. Lévin prit place à côté de lui, tandis que Kitty, debout près de son mari, semblait attendre pour lui dire quelques mots la fin d'un entretien qui ne l'intéressait guère. « Tu as beaucoup changé depuis ton mariage, et en mieux, disait Serge Ivanovitch avec un sourire à l'adresse de Kitty. Tu n'en continues pas moins à défendre avec passion les plus étranges paradoxes. Kitty, tu as tort de rester debout, dit Lévin en offrant une chaise à sa femme, non sans un regard sévère. Évidemment, mais je dois vous fausser compagnie, dit Serge Ivanovitch en apercevant les enfants qui accouraient à sa rencontre, précédés de Tania au galop, les bas bien tirés, agitant d'une main une corbeille et le chapeau de Kosnichev. Elle fit mine de l'encoiffer, atténuant d'un doux sourire la liberté de son geste, cependant que ses beaux yeux, qui ressemblaient tant à ceux de son père, brillaient d'un vif éclat. Varinka vous attend, dit-elle en posant avec précaution le chapeau sur la tête de Serge Ivanovitch, qui l'y avait autorisé d'un sourire. Varinka, en robe de toile jaune, un fichu blanc sur la tête, apparut sur le pas de la porte. « Me voilà, Barbe Andreïevna, dit Serge Ivanovitch en avalant le fond de sa tasse et en fourrant dans ses poches son mouchoir et son porte-cigarette. « Que dites-vous de ma Varinka? N'est-ce pas qu'elle est charmante ?» dit Kitty à son mari et à sa sœur, de façon à être entendue de Serge Ivanovitch. Et que de noblesse dans sa beauté. « Varinka !»
cria-t-elle. Vous serez dans le bois du moulin? Nous irons vous retrouver. Tu oublies toujours ton état, Kitty, dit la vieille princesse en se montrant à la porte du salon. Quelle imprudence de crier si fort! En entendant l'appel de Kitty et la réprimande de sa mère, Varinka revint sur ses pas. La nervosité de ses gestes, la rougeur qui couvrait son visage, tout démontrait en elle une animation extraordinaire. Et son amie, qui devinait la cause de cet émoi, ne l'avait appelée que pour lui donner mentalement sa bénédiction. « Je serai très heureuse si certaines choses arrivent, lui chuchota-t-elle à l'oreille en l'embrassant. « Nous accompagnez-vous » demanda la jeune fille à Lévin pour dissimuler son embarras. « Jusqu'aux granges seulement. »« Tu as affaire là-bas » s'informa Kitty. « Oui, il faut que j'examine les nouvelles charrettes. Et toi, où vas-tu t'installer ?»« Sur la terrasse. » Chapitre 2. Sur cette terrasse où les dames se réunissaient volontiers après le dîner, on s'adonnait ce jour-là à une grave occupation. Outre la confection de langes et de brassières, on y faisait des confitures sans adjonction d'eau, procédé en usage chez les Tcherbatsky, mais inconnu d'Agathe Mihalovna. Celle-ci ayant été surprise, en dépit d'instructions précises, à ajouter de l'eau aux fraises suivant la recette des Lévin, on s'était résolu à faire les framboises en public afin de démontrer à la vieille entêtée que point n'était besoin d'eau pour obtenir de bonnes confitures. Agathe Mihalovna, le visage cramoisi, les cheveux en désordre, les manches relevées jusqu'au coude sur ses bras décharnés, tournait, de fort mauvaise humeur, la bassine à confiture au-dessus d'un brasero, tout en faisant des vœux pour que la cuisson s'opérât mal. La princesse, auteure de ces innovations et se sentant maudite en conséquence, feignait l'indifférence et devisait de choses et d'autres avec ses filles, mais n'en surveillait pas moins du coin de l'œil les mouvements de l'économe. Quant à moi, j'offre toujours à mes femmes des robes dont je fais l'emplette aux mises en vente de printemps, disait la princesse, engagée dans une intéressante discussion sur les meilleures étrennes à donner aux domestiques. « N'est-ce pas le moment d'écumer, ma chère » demanda-t-elle à Agathe Mihalovna. « Non, non » ajouta-t-elle en retenant Kitty prête à se lever. « Ce n'est pas ton affaire, et tu aurais trop chaud près du feu. »« Laisse-moi faire, » dit Dolly. Et s'approchant de la bassine, elle remua avec précaution le sirop bouillonnant à l'aide d'une cuillère, qu'elle débarrassait ensuite de son contenu gluant en la tapotant sur une assiette remplie d'une écume d'un jaune rosâtre, d'où s'écoulait un jus couleur de sang. Quel régal pour les petits à l'heure du thé, songea-t-elle en se rappelant ses joies d'enfant et sa surprise devant l'incompréhension des grandes personnes qui faisaient fi de l'écume, cette partie la plus exquise des confitures. Stiva prétend qu'il vaut mieux leur donner de l'argent, reprit-elle en revenant au sujet qui passionnait ces dames. Mais de l'argent s'exclamèrent d'une seule voix la princesse et Kitty. Mais non, voyons, c'est l'attention qui les touche. Ainsi, moi, par exemple, ajouta la princesse, j'ai fait cadeau l'an dernier à notre matrone Semoniovna d'une robe genre popeline. Oui, je me rappelle, elle l'apportait le jour de votre fête. Un dessin ravissant, simple et de bon goût. J'avais grande envie de m'en commander une semblable. C'est charmant et bon marché, dans le genre de celles que porte Varinka. Elles sont à point, il me semble, dit Dolly en vérifiant le sirop à la cuillère. Non, il faut qu'elles tombent en nappe, décréta la princesse. Laissez-les mijoter encore un peu, Agathe Mihalovna. Ah, ces maudites mouches, grogna la vieille économe. Elles n'en seront pas meilleures pour ça, ajouta-t-elle d'un ton bougon. Oh, qu'il est gentil, ne l'effrayez pas, s'écria tout à coup Kitty en désignant un moineau qui était venu se poser sur la balustrade pour y becqueter une queue de framboise. Oui, oui, dit la mère, mais ne t'approche pas du brasero. À propos de Varinka, reprit Kitty en français, car leur entretien se poursuivait en cette langue quand elle ne voulait pas qu'Agathe Mihalovna les comprît, je dois vous dire, maman, que j'attends aujourd'hui une décision. Vous savez laquelle, comme je voudrais que cela se fît. Voyez la marieuse, dit Dolly. Quel art, quelle adresse. Sérieusement, maman, qu'en pensez-vous? Que te dirais-je? Il désignait Serge Ivanovitch, a toujours pu prétendre au meilleur parti de la Russie. Et bien qu'il ne soit plus de première jeunesse, je connais encore plus d'une jeune fille qui accepterait volontiers et son cœur et sa main. Quant à elle, c'est évidemment une personne excellente, mais il pourrait, je crois... Non, impossible de trouver pour l'un et pour l'autre un meilleur parti. D'abord, elle est délicieuse, fit Kitty en pliant un doigt. Elle lui plaît beaucoup, c'est certain, approuva Dolly.
Ensuite, il jouit d'une situation qui lui permet d'épouser qui bon lui semble, en dehors de toute considération de rang ou de fortune. Ce qu'il lui faut, c'est une brave et honnête fille, douce, tranquille. Oh, pour cela, oui, elle est de tout repos, confirma Dolly. Enfin, elle l'aime, que je serai ravie. Quand ils vont rentrer de leur promenade, je lirai tout dans leurs yeux. Qu'en penses-tu, Dolly? Ne t'agite donc pas ainsi, cela ne te vaut rien, fit remarquer la princesse. Mais je ne m'agite pas, maman, je crois qu'il va se déclarer dès aujourd'hui. Quel bizarre sentiment on éprouve quand un homme vous demande en mariage. C'est comme si une digue se rompait entre vous, dit Dolly avec un sourire pensif. Elle songeait à ses fiançailles avec Stepan Arkadievitch. Dites-moi, maman, comment papa vous a-t-il fait sa demande? Le plus simplement du monde, répondit la princesse toute rayonnante à ce souvenir. Mais encore, vous l'aimiez sans doute avant qu'on vous ait permis de lui parler. Kitty était fière de pouvoir maintenant aborder avec sa mère comme avec une égale ces sujets si importants dans la vie d'une femme. Bien sûr que je l'aimais, il venait nous voir à la campagne. Et comment cela s'est-il décidé? Mais comme toujours, par des regards et des sourires. Crois-tu donc que vous ayez inventé quelque chose de nouveau? Par des regards et des sourires, répéta Dolly. C'est juste. Comme vous avez bien dit cela, maman. Mais en quels termes s'est-il exprimé? Et que t'a dit Kostia de si particulier? Oh, lui, il a fait sa déclaration avec de la craie. Ce n'était pas banal. Mais comme cela me paraît lointain, un silence suivit, pendant lequel les pensées des trois femmes suivirent le même cours. Kitty se rappela son dernier hiver de jeune fille, sa toquade pour Vronsky, et par une association d'idées toute naturelle, la passion contrariée de Varinka. J'y pense, reprit-elle. Il peut y avoir un obstacle. Le premier amour de Varinka. J'avais l'intention de préparer Serge Ivanovitch à cette idée. Les hommes sont tellement jaloux de notre passé. Pas tous, objecta Dolly. Tu en juges d'après ton mari. Je suis sûre que le souvenir de Vronsky le tourmente encore. C'est vrai, dit Kitty avec un regard pensif. Qu'a-t-il dans ton passé qui puisse l'inquiéter? Demanda la princesse, prompte à la susceptibilité dès que sa surveillance maternelle semblait mise en question. Vronsky t'a fait la cour, mais à quelle jeune fille ne la fait-on pas? Il ne s'agit pas de cela, dit Kitty en rougissant. Pardon, reprit la mère, ne m'as-tu pas empêché de m'expliquer avec lui? Tu t'en souviens? Ah, maman, fit Kitty d'une voix troublée. Ah, maman. À l'heure actuelle, on ne peut plus vous tenir en bride. Vos rapports ne pouvaient pas dépasser certaines bornes. Je l'aurais amené à se déclarer. Mais pour le moment, ma chère, fais-moi le plaisir de ne pas t'agiter. Calme-toi, je t'en conjure. Mais je suis très calme, maman. Quel bonheur pour Kitty qu'Anna soit alors survenue, fit remarquer Dolly, et quel malheur pour elle. Oui, reprit-elle, frappée de cette pensée comme les rôles sont intervertis. Anna était heureuse alors, tandis que Kitty se croyait à plaindre. Je songe souvent à elle. Quelle idée de songer à cette femme sans cœur, à cette abominable créature, s'écria la princesse qui ne se consolait pas d'avoir Lévin pour gendre au lieu de Vronsky. Laissez donc ce sujet, dit Kitty impatientée. Je n'y pense jamais et je n'y veux point penser. Non, je n'y veux point penser, répéta-t-elle en prêtant l'oreille au pas bien connu de son mari qui montait l'escalier. À quoi ne veux-tu point penser? Demanda Lévin, paraissant sur la terrasse. Personne ne lui répondit et il ne réitéra pas sa question. Je regrette de troubler votre intimité, dit-il, enveloppant les trois femmes d'un regard mécontent, car il sentait qu'elles ne voulaient pas poursuivre leur entretien devant lui. Pendant un instant, il se trouva d'accord avec la vieille économe, furieuse de devoir faire des confitures sans eau et en général de subir la domination des Tcherbatsky. Néanmoins, il s'approcha en souriant de Kitty. « Eh bien, lui demanda-t-il du même ton dont tout le monde posait maintenant cette question à la jeune femme. « Ça va très bien, répondit Kitty en souriant. « Et tes charrettes? Elles supportent 3 fois plus de charge que nos simples télègues. Allons-nous à la rencontre des enfants? J'ai fait à atteler. » Tu ne prétends pas secouer Kitty en charabant, j'imagine, dit la princesse d'un ton de reproche. Nous irons au pas, princesse. Tout en aimant et respectant sa belle-mère, Lévin ne pouvait se résoudre à la nommer maman, comme font d'ordinaire les gendres. Il aurait cru porter atteinte au souvenir de sa mère. Cette nuance froissait la princesse. Venez avec nous, maman, proposa Kitty. Je ne veux pas voir vos imprudences. Alors j'irai à pied. La promenade me fera du bien. Kitty se leva et prit le bras de son mari. Eh bien, Agathe Mikhailovna, vos confitures réussissent-elles suivant la nouvelle recette? Demanda Lévin en souriant à sa vieille bonne pour la dérider. On prétend qu'elles sont bonnes, mais selon moi, elles sont trop cuites.
Au moins ne tourneront-elles pas, Agathe Mikhailovna, dit Kitty, devinant l'intention de son mari, et vous savez qu'il n'y a plus de glace dans la glacière. Quant à vos salaisons, maman assure n'en avoir jamais mangé de meilleur, déclara-t-elle en ajustant le fichu dénoué de la vieille femme. Mais Agathe Mikhailovna la regarda d'un air courroucé. Inutile de me consoler, madame, je n'ai qu'à vous voir avec lui pour être contente. Cette façon familière de désigner son maître toucha Kitty. Venez nous montrer les bons endroits pour trouver des champignons, dit-elle. La vieille hocha la tête en souriant. On voudrait vous garder rancune qu'on ne le pourrait pas, semblait dire ce sourire. Suivez mon conseil, dit la princesse. Couvrez chaque pot d'un rond de papier imbibé de rhum et vous n'aurez pas besoin de glace pour les empêcher de moisir. Chapitre 3. L'ombre de mécontentement qui avait passé sur le visage si mobile de son mari n'avait pas échappé à Kitty. Aussi fut-elle bien aise de se trouver en tête-à-tête avec lui. Et, dès qu'ils eurent pris les devants sur la route poudreuse, toute semée d'épis et de grains, elle s'appuya amoureusement à son bras. Lévin avait déjà oublié sa fâcheuse impression d'un moment pour ne plus songer qu'à la grossesse de Kitty. C'était d'ailleurs depuis quelque temps son pensée dominant, et la présence de sa femme faisait naître en lui un sentiment nouveau, très pur et très doux, exempt de toute sensualité. Sans avoir rien à lui dire, il désirait entendre sa voix, qui avait mué et pris, tout comme son regard, cette nuance de douceur et de sérieux particulière aux personnes qui se donnent corps et âme à une seule et unique occupation. « Alors, tu ne crains pas de te fatiguer ? Appuie-toi plus fort, lui dit-il. Je suis si heureuse d'être seule un moment avec toi. J'aime les miens, mais, à parler franc, je regrette nos soirées d'hiver à nous deux. Elles avaient du bon, mais le présent vaut encore mieux, dit Lévin en lui serrant le bras. Sais-tu de quoi nous parlions quand tu es venu ? De confiture. Oui, mais aussi de la manière dont se font les demandes en mariage. Ah bah, dit Lévin qui prêtait moins d'attention aux paroles qu'au son de la voix de Kitty. Comme d'ailleurs ils entraient dans le bois, il surveillait jalousement les aspérités du chemin pour épargner tout faux pas à la jeune femme. Et encore, continua celle-ci, de Serge Ivanovitch et de Varinka. As-tu remarqué quelque chose ? Qu'en penses-tu ? Demanda-t-elle en le regardant bien en face. Je ne sais trop que penser, répondit Lévin en souriant. Sur ce point-là, je n'ai jamais pu comprendre Serge. Ne t'ai-je pas dit qu'il a aimé une jeune fille et que celle-ci est morte ? Oui, j'étais encore enfant et je ne connais cette histoire que par ouï-dire. Cependant, ma mémoire se le représente très bien à cette époque. Quel charmant garçon c'était. Depuis lors, j'ai souvent observé sa conduite avec les femmes. Il se montre aimable, certaines lui plaisent, mais on sent qu'elle n'existe pas pour lui en tant que femme. Soit, mais avec Varinka, il y a, je crois, quelque chose. Peut-être, mais il faut le connaître. C'est un être à part, il ne vit que par l'esprit. Il a l'âme trop pure, trop élevée. Crois-tu donc que le mariage l'abaisserait ? Non. Mais il est trop plongé dans la vie spirituelle pour pouvoir admettre la vie réelle. Et Varinka, vois-tu, c'est tout de même la vie réelle. Lévin avait pris l'habitude d'exprimer hardiment sa pensée sans lui donner une forme concrète. Il savait qu'aux heures de parfait accord, sa femme le comprenait à demi-mot. Et ce fut précisément le cas. Oh non, Varinka appartient bien plus à la vie spirituelle qu'à la vie réelle. Ce n'est pas comme moi, et je comprends très bien qu'une femme de mon genre ne puisse pas se faire aimer de lui. Mais si, il t'aime beaucoup, et je suis fort heureux que tu aies fait la conquête des miens. Oui, il se montre plein de bonté pour moi, mais ce n'est pas la même chose qu'avec ce pauvre Nicolas, acheva Lévin. Celui-là t'a tout de suite aimé, et tu lui as rendu l'appareil. Pourquoi ne pas l'avouer ? Je me reproche parfois de ne pas assez songer à lui. Je finirais par l'oublier. C'était un être exquis et épouvantable. Mais de quoi parlions-nous ? Reprit-il après un silence. Alors tu le crois incapable de tomber amoureux ? Demanda Kitty, traduisant dans sa langue la pensée de son mari. Je ne dis pas cela, répondit Lévin en souriant, mais il n'est accessible à aucune faiblesse. Je l'ai toujours envié et à l'heure actuelle je lui porte encore envie, malgré mon bonheur. Tu l'envies de ne pouvoir tomber amoureux. Je l'envie parce qu'il vaut mieux que moi, dit Lévin après un nouveau sourire. Il ne vit pas pour lui-même, c'est le devoir qui le guide. Aussi a-t-il le droit d'être tranquille et satisfait. Et toi ? Demanda-t-elle avec un sourire amoureux et narquois. Interrogée sur la raison de ce sourire, elle n'eut point su l'indiquer formellement.
En fait, elle ne croyait pas qu'en se proclamant inférieure à Serge Ivanovitch, son mari fit preuve de sincérité. Il cédait tout bonnement à son amour pour son frère, à la gêne que lui causait son excès de bonheur, à son constant désir de perfectionnement. « Et toi, répéta-t-elle toujours souriante, pourquoi serais-tu mécontent de toi ?» Heureux de voir qu'elle ne croyait point à son désenchantement, il éprouva un plaisir inconscient à lui faire exprimer les causes de ce scepticisme. « Je suis heureux, mais je ne suis pas content de moi, dit-il. Pourquoi cela, puisque tu es heureux ? Comment te faire comprendre ? Je n'ai rien à souhaiter en ce monde, si ce n'est que tu ne fasses point de faux pas. Ah, mais non, veux-tu bien ne pas sauter s'écria-t-il, interrompant le fil de son discours pour lui reprocher d'avoir enjambé trop brusquement une branche qui barrait le chemin. Mais, reprit-il, quand je me compare à d'autres, à mon frère surtout, je sens que je ne vaux pas grand-chose. Pourquoi cela demanda-t-elle sans se départir de son sourire. Ne songes-tu pas, toi aussi, à ton prochain ? Tu oublies tes fermes, ton exploitation, ton livre ? Non, tout cela n'est guère sérieux, et depuis quelque temps, je m'y attelle comme à une besogne dont on aspire à se débarrasser. C'est ta faute d'ailleurs, avoua-t-il en lui serrant le bras. Ah, si je pouvais aimer mon devoir comme je t'aime. Mais alors, que penses-tu de papa ? Le juges-tu mauvais parce qu'il se soucie peu du bien général ? Que non pas. Mais moi, je ne possède ni sa simplicité, ni sa bonté, ni sa clarté d'esprit. Je ne fais rien et je souffre de ne rien faire. Et cela à cause de toi. Quand il n'y avait ici ni toi ni cela, fit-il en jetant sur la taille de sa femme un regard dont elle comprit le sens, je m'adonnais de tout cœur à la tâche. Maintenant, je le répète, ce n'est plus qu'une besogne, un faux semblant. Voudrais-tu par hasard changer de sort avec ton frère ? Ne plus aimer que ton devoir et le bien général ? Certes non. Au reste, je suis trop heureux pour raisonner juste. Ainsi, tu crois qu'il va faire sa demande aujourd'hui ? Demanda-t-il après un instant de silence. Je ne sais trop, mais je le voudrais bien. Attends une minute. Elle se pencha pour cueillir une marguerite sur le bord du chemin. Tiens, compte. Fera, fera pas, lui dit-elle en lui tendant la fleur. Fera, fera pas, répéta Lévin en arrachant l'un après l'autre les pétales blancs. Mais Kitty, qui surveillait avec émotion chaque mouvement de ses doigts, le prit par le bras. Non, non, tu en as arraché 2 d'un coup. Eh bien, je ne compterai pas ce petit-là, dit-il en jetant un petit pétale tout rabougri. Mais voici le char-à-banc qui nous rejoint. Tu n'es pas fatiguée, Kitty, cria de loin la princesse. Pas le moins du monde, maman. Tu peux faire, si tu le préfères, le reste de la route en voiture, au pas, bien entendu. Mais comme on approchait du but, tout le monde termina la promenade à pied. Chapitre 4. Avec son fichu blanc tranchant sur ses cheveux noirs, au milieu de cette bande d'enfants dont elle partageait de bon cœur les joyeux ébats, Varinka, tout émue à la pensée qu'un homme qui ne lui déplaisait pas allait sans doute lui demander sa main, paraissait plus attrayante que jamais. En cheminant à ses côtés, Serge Ivanovitch ne pouvait se défendre de l'admirer et de se rappeler tout le bien qu'il avait ouï dire de cette charmante personne. Décidément, il éprouvait pour elle ce sentiment particulier qu'il n'avait connu qu'une seule fois, jadis, dans sa prime jeunesse. L'impression de joie que lui causait la présence de Varinka allait toujours croissant. Comme il avait découvert un bolet monstre dont le chapeau relevait ses bords énormes au-dessus d'un pied très mince, il voulut le déposer dans la corbeille de la jeune fille. Mais, leurs regards s'étant rencontrés, il remarqua sur ses joues la joyeuse rougeur de l'émoi. Alors il se troubla à son tour et lui adressa, sans mot dire, un sourire par trop expressif. Si les choses en sont à ce point, songea-t-il, il importe de réfléchir avant de prendre une décision, car je ne veux point céder comme un gamin à l'entraînement du moment. Si vous le permettez, déclara-t-il, je m'en vais maintenant chercher des champignons en toute indépendance, car il me semble que mes trouvailles passent inaperçues. Quittant donc la lisière, où quelques vieux bouleaux s'élançaient d'une herbe courte et soyeuse, il gagna le couvert, où de sombres coudriers s'entremêlaient au tronc gris des trembles, au tronc blanc des bouleaux. Au bout d'une 40aine de pas, il se déroba au regard derrière un buisson de fusain en pleine floraison. Il régnait là un silence presque absolu. Seul un essaim de mouches bourdonnait dans les branches. Parfois aussi les voix des enfants parvenaient jusqu'à cette retraite. Soudain, le contralto de Varinka qui appelait Grisha retentit non loin de la lisière et Serge Ivanovitch ne put retenir un sourire de joie, aussitôt suivi d'un hochement de tête désapprobateur.
Il tira un cigare de sa poche, mais les allumettes se refusaient à prendre sur le tronc du bouleau près duquel il avait fait halte, les feuillets nacrés de l'écorce se collant au phosphore. Enfin, l'une d'elles s'enflamma, et bientôt une large nappe de fumée odorante s'étendit au-dessus du buisson. Serge Ivanovitch, qui avait repris sa marche à pas lents, la suivait des yeux tout en faisant son examen de conscience. « Pourquoi résisterais-je » songeait-il. « Il ne s'agit point d'une passionnette, mais d'une inclination mutuelle, à ce qu'il me semble, et qui n'entraverait ma vie en rien. Ma seule objection sérieuse au mariage est la promesse que je me suis faite, en perdant Marie, de rester fidèle à son souvenir. » Cette objection, Serge Ivanovitch le sentait bien, ne touchait qu'au rôle poétique qu'il jouait aux yeux du monde. Non, franchement, je n'en vois pas d'autre, et ma raison ne saurait me dicter un meilleur choix. Il avait beau fouiller ses souvenirs, il ne se rappelait pas avoir rencontré en aucune jeune fille cette réunion de qualités qui faisait de Varinka une épouse en tout point digne de son choix. Elle avait le charme, la fraîcheur de la jeunesse, mais sans enfantillage. Si elle l'aimait, ce serait avec discernement, comme il sied à une femme. Elle avait l'usage du monde tout en le détestant, point capital aux yeux de Serge Ivanovitch, qui n'eût pas admis dans sa future compagne des façons vulgaires. Elle était croyante, non pas aveuglément à la manière de Kitty, mais en toute connaissance de cause. Elle offrait même des avantages jusque dans les plus petites choses. Pauvre et sans famille, elle n'imposerait pas, comme Kitty, la présence et l'influence d'une nombreuse parenté. Elle devrait tout à son mari, ce que Serge Ivanovitch avait toujours souhaité. Et ce parangon de vertu l'aimait. Pour modeste qu'il fût, il lui fallait bien s'en apercevoir. La différence d'âge entre eux ne serait pas un obstacle. Il appartenait à une race solide, il n'avait pas un cheveu gris et personne ne lui donnait 40 ans. D'ailleurs, Varinka n'avait-elle pas dit une fois qu'un homme de 50 ans ne passait pour un vieillard qu'en Russie? En France, c'était la force de l'âge, un quadragénaire y étant tenu pour un jeune homme. Au reste, qu'importait l'âge, puisqu'il sentait son cœur aussi jeune que 20 ans plus tôt. N'était-ce pas une preuve de fraîcheur, cet attendrissement qui le gagna quand, revenu à la lisière, il aperçut entre les vieux bouleaux la silhouette gracieuse de Varinka s'offrant, sa corbeille à la main, aux rayons obliques du soleil, tandis que par-delà, la jeune fille, un champ d'avoine roulait ses vagues dorées, inondées de lumière, et que dans le lointain bleu, la forêt séculaire déployait sa ramure déjà jaunissante. Varinka se baissa pour ramasser un champignon, se redressa d'un geste souple, et jeta un coup d'œil autour d'elle. Serge Ivanovitch sentit son cœur se serrer joyeusement. Résolu à s'expliquer, il jeta son cigare et s'avança vers la jeune fille. Chapitre 5. Barbe Andreïevna, je m'étais fait dans ma prime jeunesse un idéal de la femme que je serais heureux d'avoir pour compagne. Je ne l'avais encore jamais rencontrée. Vous seul réalisez mon rêve. Je vous aime et vous offre mon nom. Ces paroles sur les lèvres, Serge Ivanovitch regardait Varinka qui, agenouillée dans l'herbe à 10 pas de lui, défendait un champignon contre les attaques de Grisha pour le réserver à Macha et aux plus petits. « Par ici, il y en a des quantités !» criait-elle de sa belle voix de poitrine. Elle ne se leva pas à l'approche de Serge Ivanovitch, mais tout dans sa personne témoignait sa joie de le revoir. « En avez-vous trouvé » demanda-t-elle en tournant vers lui son aimable visage souriant sous son fichu. « Pas un. Et vous » Elle ne répondit pas tout d'abord, car elle était toute aux enfants. « Tiens, vois-tu celui-ci près de la branche » dit-elle à Macha en lui montrant une petite russule qui pointait sous une touffe d'herbe sèche dont un brin avait transpercé son chapeau rose. En voulant la ramasser, l'enfant la brisa en deux. « Cela me rappelle mes jeunes années, dit alors Varinka, qui se leva pour rejoindre Serge Ivanovitch. Ils firent quelques pas en silence. Varinka, étouffée par l'émotion, se doutait bien de ce qu'il avait sur le cœur. Ils étaient assez loin déjà pour qu'on ne pût les entendre, mais Serge Ivanovitch ne disait toujours mot. Tout à coup, presque involontairement, la jeune fille rompit le silence. « Alors, vous n'en avez pas du tout trouvé. Il est vrai que sous le couvert, il y en a toujours moins qu'à la lisière. » Serge Ivanovitch laissa échapper un soupir. Quelques instants dans le silence l'eussent mieux préparé à une explication qu'un banal entretien sur les champignons. Se rappelant la dernière phrase de la jeune fille, il voulut la faire parler de son enfance. Mais, à sa grande surprise, il s'entendit bientôt lui répondre. « Les bolets, prétend-on, ne hantent que la lisière, mais à parler franc, je ne sais pas les distinguer des autres. »
Quelques minutes passèrent encore. Ils étaient maintenant complètement seuls. Le cœur de Varenka battait à coups précipités. Elle se sentait rougir et pâlir alternativement. Quitter Madame Stahl pour épouser un homme comme Kosnichev, dont elle se croyait presque sûrement amoureuse, lui semblait le comble du bonheur, et tout allait se décider. Elle redoutait l'aveu et plus encore le silence. Maintenant ou jamais, se dit Serge Ivanovitch, pris de pitié devant le regard troublé, la rougeur et les yeux baissés de Varenka. Il s'avoua même qu'il l'offensait en se taisant. Il se remémora à la hâte ses arguments en faveur du mariage, mais au lieu de la phrase qu'il avait préparée, il laissa tomber inopinément. « Quelle différence y a-t-il entre un cep et un bolet ?» Les lèvres de Varenka tremblèrent en répondant « Il n'y en a guère que dans le pied. » Tous deux sentirent que c'en était fait. Les mots qui devaient les unir ne seraient pas prononcés, et l'émotion violente qui les agitait se calma peu à peu. Le pied du bolet brun fait penser à une barbe noire mal rasée, dit tranquillement Serge Ivanovitch. C'est vrai, répondit Varenka avec un sourire. Puis leur promenade se dirigea involontairement du côté des enfants. Confuse et blessée, Varenka éprouvait pourtant un sentiment de délivrance. Serge Ivanovitch repassait dans son esprit ses raisonnements sur le mariage et finit par les trouver faux. Il ne pouvait être infidèle au souvenir de Marie. Doucement, voyons, doucement, cria d'un ton fâché Lévine en voyant les enfants se précipiter vers Kitty avec des cris de joie. Derrière les petits parurent Serge Ivanovitch et Varenka. Kitty n'eut pas besoin de questionner son amie. L'expression calme, un peu honteuse de leur physionomie lui fit comprendre que l'espoir dont elle se berçait ne se réaliserait point. « Eh bien, s'enquit Lévine sur le chemin du retour. Ça ne prend pas, répondit-elle d'un ton et avec un sourire qui lui était assez familier et plaisait beaucoup à son mari parce qu'il lui rappelait et le ton et le sourire du vieux prince. Que veux-tu dire ? Voilà, expliqua-t-elle en portant à ses lèvres la main de son mari et en l'effleurant d'un semblant de baiser. C'est comme ça qu'on baise la main d'un évêque. Et chez qui ça ne prend-il pas ? Demanda-t-il en riant. Chez tous deux. Maintenant, regarde comment il faut faire. Attention, voilà les paysans qui viennent. Ils n'ont rien vu. Chapitre 6. Tandis que les enfants goûtaient, les grandes personnes réunies sur le balcon devisaient comme si de rien n'était. Cependant, chacun se rendait compte qu'il s'était passé un fait important, encore que négatif. Serge Ivanovitch et Varenka semblaient deux écoliers qui auraient échoué à leurs examens. Lévine et Kitty, plus amoureux que jamais l'un de l'autre, se sentaient confus de leur bonheur, comme d'une allusion indiscrète à la maladresse de ceux qui ne savaient pas être heureux. « Croyez-moi, disait la princesse, Alexandre ne viendra pas. » On attendait Stepan Arkadievitch par le train du soir et le prince avait écrit qu'il se joindrait peut-être à lui. « Et je sais pourquoi, continuait la vieille dame. Il prétend qu'on ne doit pas troubler la liberté de deux jeunes mariés. » Grâce à ce principe, papa nous abandonne, dit Kitty. Et pourquoi nous considère-t-il comme des jeunes mariés alors que nous sommes déjà d'anciens époux ? S'il ne vient pas, mes enfants, il faudra que je vous quitte, déclara la princesse, non sans pousser un profond soupir. Que dites-vous, maman ? S'exclamaient d'une seule voix ces deux filles. Songez un peu comme il doit s'ennuyer seul. Et soudain, la voix de la princesse s'altéra. Ces filles échangèrent un regard qui voulait dire « Maman a l'art de se forger des sujets de tristesse ». Elles ignoraient que leur mère, pour indispensable qu'elle se crût chez Kitty, ne songeait qu'avec une détresse infinie à son mari et à elle-même, depuis le jour où le dernier enfant s'était envolé du nid familial, désormais dépeuplé. « Que désirez-vous, Agathe Mikhailovna » demanda Kitty à la vieille économe qui avait tout à coup surgi devant elle avec des airs mystérieux. « C'est au sujet du souper, madame. »« Parfait, dit Dolly. Va donner tes ordres, tandis que je m'occuperai de Grisha qui n'a rien fait de la journée. » « Voilà une pierre dans mon jardin, s'écria Lévine en sautant de sa chaise. Ne te tourmente pas, Dolly, j'y vais. Grisha, déjà au collège, avait des devoirs de vacances et Daria Alexandrovna jugeait bon de l'aider à faire les plus difficiles, notamment ceux d'arithmétique et de latin, langue qu'elle s'appliquait à apprendre pour être utile à son fils. Lévine s'étant offert à la remplacer, elle s'aperçut qu'il procédait autrement que le répétiteur de Moscou et lui déclara, avec beaucoup de tact et non moins de fermeté, qu'il fallait s'en tenir rigoureusement aux indications du manuel.
En son fort intérieur, Lévin pesta contre le mauvais enseignement des professeurs et contre l'insouciance de Stepan Arkadievitch qui abandonnait à sa femme une tâche à laquelle elle n'entendait rien. Il n'en promit pas moins à sa belle-sœur de suivre le livre pas à pas. Mais, cette façon d'enseigner ne l'intéressant plus guère, il lui arrivait souvent d'oublier l'heure de la leçon. Non, non, Dolly, ne bouge pas, j'y vais, répéta-t-il. Et sois tranquille, nous suivrons l'ordre du manuel. Seulement, quand Stiva sera là, je l'accompagnerai à la chasse. Alors, adieu les leçons. Et il s'en alla trouver Grisha. Cependant, Varinka, qui savait se rendre utile même dans une maison aussi bien tenue que celle de Lévin, retenait de son côté sa chère Kitty. Restez tranquille, je vais commander le souper, dit-elle en rejoignant Agathe Mikhailovna. On n'aura sans doute pas trouvé de poulet, il faudra en tuer des nôtres, dit Kitty. Nous arrangerons cela avec Agathe Mikhailovna. Et Varinka disparut avec l'économe. Quelle charmante jeune fille, fit remarquer la princesse. Charmante, c'est trop peu dire, maman. Délicieuse, incomparable. Alors, vous attendez Stepan Arkadievitch demanda Serge Ivanovitch dans l'intention évidente de rompre les chiens. On trouverait difficilement deux beaux-frères plus dissemblables, ajouta-t-il avec un fin sourire. L'un qui est la mobilité même ne peut vivre qu'en société comme le poisson dans l'eau. L'autre, vif lui aussi, fin, sensible, pénétrant, perd contenance dans le monde et s'y débat comme le poisson hors de l'eau. Oui, approuva la princesse en se tournant vers Serge Ivanovitch. C'est une tête légère, et je voulais précisément vous demander de lui faire entendre que dans son état, Kitty ne peut rester ici. Il parle de faire venir un médecin, mais j'estime que les couches doivent avoir lieu à Moscou. Mais maman, il fera tout ce que vous voudrez, s'écria Kitty, fort confuse d'entendre sa mère adresser des doléances à Serge Ivanovitch. Mais on perçut soudain un ébrouement de chevaux et le bruit d'une voiture roulant sur le gravier de l'avenue. Dolly s'était à peine levée pour descendre à la rencontre de son mari que déjà, au rez-de-chaussée, Lévin sautait par la fenêtre de la pièce où travaillait Grisha, entraînant son élève après lui. « Voilà Stiva » cria-t-il sous le balcon. « Sois tranquille, Dolly, nous avons fini » ajouta-t-il en prenant comme un gamin sa course dans la direction de la voiture. « Is, ea, id, eius » hurla Grisha en sautillant derrière lui. « Et quelqu'un avec lui, papa sans doute » cria de nouveau Lévin, arrêté au départ de l'avenue. « Kitty, ne prends pas l'escalier raide, fais le tour par l'autre. » Mais Lévin se trompait. Le compagnon de Stepan Arkadievitch était un gros garçon, coiffé d'un béret écossais dont les longs rubans flottaient par derrière. Vassia Veslovski, petit cousin de Tcherbatsky, avantageusement connu dans le beau monde de Pétersbourg et de Moscou, bon vivant et chasseur enragé, à en croire Stepan Arkadievitch qui le présenta en ces termes. Veslovski ne se montra nullement troublé de la désillusion que causait sa présence. Il salua gaiement Lévin, lui rappela qu'ils s'étaient rencontrés autrefois et enleva Grisha par-dessus le pointeur d'Oblonsky pour l'installer dans la calèche. Lévin suivit à pied, contrarié de voir arriver à la place du prince qu'il aimait de plus en plus ce Vassia Veslovski dont la présence lui semblait parfaitement importune. Cette impression fâcheuse s'accrut quand il vit ce personnage baiser galamment la main de Kitty en présence de toute la maisonnée, grands et petits, accourus sur le perron. « Nous sommes cousins, votre femme et moi, et d'anciennes connaissances, dit le jeune homme en serrant une seconde fois et fort énergiquement la main de Lévin. « Eh bien, y a-t-il du gibier sans qui Stepan Arkadievitch, interrompant ses embrassades, nous arrivons, Veslovski et moi, avec des projets meurtriers. Mais non, maman, il n'était pas venu à Moscou depuis lors. Tiens, Tania, voilà pour toi. Voulez-vous prendre ce paquet dans le fond de la voiture continua-t-il, parlant à tout le monde à la fois. Comme te voilà rajeunie, Dolly, dit-il enfin à sa femme en lui baisant la main qu'il retint entre les siennes et caressa d'un geste affectueux. La bonne humeur de Lévin était complètement tombée. Il avait pris un air lugubre et trouvait tout le monde répugnant. Qui ces mêmes lèvres ont-elles embrassé hier, pensait-il. Et de quoi Dolly est-elle si contente puisqu'elle ne croit plus à son amour? Quelle abomination! Il fut vexé de l'accueil gracieux fait par la princesse à Veslovski. La politesse de Serge Ivanovitch pour Oblonsky lui parut hypocrite, car il savait que son frère le tenait en assez piètre estime. Varinka lui fit l'effet d'une sainte Nitouche qui jouait l'innocente tout en ne songeant qu'au mariage. Mais son dépit fut au comble quand il vit Kitty, cédant à l'entraînement général, répondre par un sourire qui lui parut gros de signification au sourire béat de cet individu qui considérait sa visite comme un bonheur pour chacun. Tout le monde pénétra dans la maison, mais Lévin profita du brouhaha pour s'esquiver.
Comme son changement d'humeur n'avait point échappé à Kitty, elle voulut le retenir, mais il la repoussa, en prétextant que ses affaires l'appelaient au bureau. Jamais ses occupations n'avaient pris à ses yeux autant d'importance que ce jour-là. Pardon, je vais descendre un peu. Voilà. Chapitre 7. Lévin rentra seulement quand on le vint avertir que le souper était servi. Il rencontra sur le palier Kitty et Agathe Mikhailovna qui se concertaient sur les vins à offrir. Pourquoi tant de façons? Conserve le vin ordinaire. Non, Stiva n'en boit pas. Mais qu'as-tu, Kostia? Attends donc, demanda Kitty en tâchant de le rejoindre. Mais sans vouloir l'écouter, il continua à grands pas son chemin vers le salon où il se hâta de prendre part à la conversation. Eh bien, allons-nous demain à la chasse lui demanda Stepan Arkadyevitch. Allons-y, je vous en prie, insista Veslovski en s'asseyant de biais sur une chaise et en ramenant sous lui une de ses jambes. Volontiers. Avez-vous déjà chassé cette année répondit Lévin, les yeux fixés sur la jambe du personnage, en prenant un ton faussement cordial que Kitty lui connaissait bien et qui ne lui allait pas du tout. Les bécassines abondent. Je ne sais si nous trouverons aussi des doupes. Seulement, il faudra partir de bonne heure. Le pourrez-vous? Tu n'es pas fatigué, Stiva? Moi, fatigué, je ne le suis jamais. Je suis prêt, si tu veux, à ne pas dormir de la nuit. Allons faire un tour. C'est cela. Ne nous couchons pas, prouva Veslovski. Oh, nous ne doutons pas que tu en sois capable, comme aussi de troubler le sommeil des autres, dit Dolly sur ce ton d'ironie légère qu'elle avait adopté à l'égard de son mari. Pour moi qui ne soupe pas, je me retire. Attends un peu, Dolly, s'écria Stepan Arkadyevitch en prenant place auprès d'elle à la grande table où le souper était servi. J'ai tant de choses à te raconter. Rien de bien important, sans doute. Sais-tu que Veslovski a vu Anna et qu'il compte retourner chez elle en nous quittant? J'ai aussi l'intention d'y aller. Elle n'habite qu'à 70 verstes d'ici. Veslovski vient donc par ici. Veslovski passa du côté des dames et s'assit auprès de Kitty. Vraiment, lui demanda Dolly, vous avez été chez Anna Arkadyevna? Comment va-t-elle? L'animation de ce petit groupe n'échappa point à Lévin, qui causait à l'autre bout de la table avec la princesse et Varinka. Il crut à un entretien mystérieux. Kitty ne quittait pas des yeux le beau visage de Veslovski en train de pérorer et sa physionomie semblait exprimer un sentiment profond. Leur installation est superbe, racontait le jeune homme. Évidemment, il ne m'appartient pas de les juger, mais je dois dire que chez eux, on se sent vraiment à l'aise. Et quelles sont leurs intentions? Passer l'hiver à Moscou, je crois. Ce serait charmant de se réunir là-bas. Quand comptes-tu y retourner? Demanda Oblonsky. J'y passerai le mois de juillet. Et toi, iras-tu? Demanda-t-il à sa femme. Certainement. J'en ai depuis longtemps l'intention. Anna est une excellente personne que j'aime et que je plains. J'irai seule après ton départ, cela vaudra mieux. Je ne gênerai personne. Parfait. Et toi, Kitty? Moi? Qu'irai-je faire chez elle? Dit Kitty en rougissant et en jetant un coup d'œil du côté de son mari. Vous connaissez Anna Arkadyevna? Lui demanda Veslovski. C'est une femme très séduisante. Oui, répondit Kitty, dont le visage s'empourpra de plus en plus. Elle se leva et rejoignit son mari. Ainsi, tu vas demain à la chasse, lui demanda-t-elle. En voyant sa femme rougir, Lévin ne fut plus capable de réfréner sa jalousie, et la question de Kitty lui sembla une preuve d'intérêt pour ce mirliflor dont elle était évidemment éprise et à qui elle désirait procurer quelques moments agréables. L'absurdité de ce grief ne devait lui apparaître que plus tard. Certainement, répondit-il d'une voix contrainte qui lui fit horreur à lui-même. Passez plutôt la journée de demain avec nous. Dolly n'a pas encore pu voir son mari. Lévin traduisit ainsi ces mots. Ne me sépare pas de lui. Peu m'importe que tu t'en ailles, mais laisse-moi jouir de la présence de ce charmant jeune homme. Cependant, Veslovski, sans soupçonner la tragédie dont il était la cause innocente, s'était levé de table pour rejoindre sa cousine qu'il caressait des yeux. L'insolence, songea Lévin oppressé, pâle de colère. Comment se permet-il de la regarder ainsi? À demain à la chasse, n'est-ce pas? Demanda Veslovski en s'asseyant de nouveau de guingois et en repliant selon son habitude une de ses jambes sous lui. Emporté par la jalousie, Lévin se voyait déjà dans la situation d'un mari trompé qu'une femme et son amant exploitent dans l'intérêt de leur plaisir. Il se montra néanmoins aimable avec Veslovski, le fit parler sur ses chasses, lui demanda s'il avait apporté son fusil et ses bottes, et consentit à organiser une partie pour le lendemain. La princesse vint mettre un terme aux tortures de son gendre en conseillant à Kitty d'aller se coucher. Mais, nouveau supplice pour Lévin, en souhaitant le bonsoir à la maîtresse de maison, Veslovski voulut de nouveau lui baiser la main.
Kitty, rougissante, la retira en proférant avec une brusque naïveté qui devait plus tard lui valoir les reproches de sa mère. « Ce n'est pas reçu chez nous. » Aux yeux de Lévin, elle avait commis une faute en permettant à ce freluquet de pareille familiarité, et elle en commettait une plus grande en lui témoignant maladroitement qu'elle lui déplaisait. Mise en gaieté par quelques verres de bon vin, Oblonsky se sentait d'humeur poétique. Quelle idée d'aller au lit par un temps pareil. Regarde, Kitty, comme c'est beau, dit-il en désignant la lune qui montait au-dessus des tilleuls. Veslovski, voici l'heure des sérénades. Il a une voix charmante, sais-tu, nous nous sommes exercés chemin faisant, et il a apporté 2 nouvelles romances qu'il pourrait nous chanter avec Barbe Andreevna. Quand tout le monde se fut retiré, Veslovski et Stepan Arkadievitch se promenèrent encore longtemps en exerçant leur voix. Les sons d'une nouvelle romance parvenaient aux oreilles de Lévin, qui avait accompagné Kitty jusqu'à sa chambre où, tapi dans un fauteuil, il gardait un silence obstiné. Kitty, l'ayant vainement interrogé sur la cause de sa mauvaise humeur, finit par lui demander si la conduite de Veslovski ne l'avait pas par hasard froissé. Alors il éclata et lui dit tout. Mais, offensé par ses propres paroles, il n'arrivait pas à se maîtriser. Il se tenait debout devant sa femme, les yeux brillants sous ses sourcils froncés, les mains serrées contre sa poitrine comme s'il eût voulu comprimer sa colère, les pommettes tremblantes, les traits durs et pourtant empreints d'une souffrance qui toucha Kitty. « Comprends-moi bien, disait-il d'une voix saccadée, je ne suis pas jaloux, c'est un mot infâme. Non, je ne saurais te jalouser, croire que je m'exprime mal. Mais ce que j'éprouve est atroce. Je ne suis pas jaloux, mais je suis blessé, humilié qu'on ose te regarder ainsi. » « Comment m'a-t-il donc regardé ?» demanda Kitty, cherchant de bonne foi à se rappeler dans toutes leurs nuances les incidents de la soirée. Peut-être tout au fond d'elle-même avait-elle trouvé un peu familière l'attitude de Veslovski venant la rejoindre d'un bout de la table à l'autre. Mais elle n'osa pas l'avouer à son mari, de crainte d'attiser ses souffrances. « Une femme dans mon cas peut-elle être attrayante ?» reprit-elle. « Tais-toi !» s'écria Lévin en se prenant la tête à 2 mains. « Ainsi, si tu te sentais séduisante, tu pourrais... »« Mais non, Kostia, écoute-moi donc !» dit-elle, désolée de le voir ainsi souffrir. « Tu sais que personne n'existe pour moi en dehors de toi. Veux-tu que je m'enferme loin de tout le monde ?» Après avoir été froissée de cette jalousie qui lui gâtait jusqu'aux distractions les plus innocentes, elle était maintenant prête à renoncer à tout pour le calmer. Tâche de comprendre le ridicule de ma situation, continua-t-il dans un murmure de désespoir. Ce garçon est mon hôte, et à part ses manières dégagées qu'il prend pour le comble du bon ton, je n'ai rien à lui reprocher. Je suis donc contrainte de me montrer aimable et... Mais, Kostia, tu exagères les choses, interrompit Kitty, fière au fond du cœur de se sentir aussi profondément aimée. Et lorsque tu es plus que jamais pour moi l'objet d'un culte, que nous sommes si heureux, ce vaurien aurait le droit... Après tout, j'ai tort de l'injurier. Peu m'importe ses qualités ou ses défauts. Mais pourquoi notre bonheur serait-il à sa merci ? Écoute, Kostia, je crois me rappeler ce qui t'a mis sans dessus-dessous. Et quoi donc ? Je t'ai vu nous observer pendant le souper. Mais oui, avoua Lévin, troublée. Haletante d'émotion, le visage pâle, bouleversé, elle lui raconta l'entretien mystérieux. Lévin garda un instant le silence. « Kitty, pardonne-moi » s'écria-t-il enfin en se prenant de nouveau la tête à 2 mains. « Je suis fou. Comment ai-je pu me mettre martel en tête pour une pareille niaiserie ? Tu me fais peine. Non, je suis fou. Je te torture avec des idées pareilles. Le premier étranger venu peut sans le vouloir détruire notre bonheur. » Sa conduite était répréhensible. « Non, je vais le retenir pour toute la belle saison et l'accabler de prévenance, dit Lévin en baisant les mains de sa femme. Tu vas voir, dès demain. Ah, j'oubliais, demain nous allons à la chasse. » Chapitre 8. 2 équipages de chasse, un char-à-banc et une télègue attendaient à la porte le lendemain matin, avant que les dames fussent levées. Mignonne avait compris dès l'aube et approuvé par force aboiements et cabrioles les intentions de son maître. Assise maintenant près du cocher sur le siège du char-à-banc, elle jetait des regards inquiets et désapprobateurs vers la porte où les chasseurs tardaient à se montrer. Le premier qui y parut fut Vassia Veslovski, chaussé de bottes neuves qui lui montaient jusqu'au milieu des cuisses, vêtu d'une blouse verte serrée à la taille par une ceinture à cartouches de cuir odorant,
coiffé de son calot à ruban et tenant à la main un fusil anglais tout neuf, sans bretelles ni grenadière. Mignonne sauta vers lui pour le saluer et lui demander à sa façon si les autres allaient bientôt venir. Mais se croyant incomprise, elle retourna à son poste et s'y figea dans la tente, la tête penchée et l'oreille aux aguets. Enfin la porte s'ouvrit de nouveau avec fracas, livrant passage à Krak, le pointeur blanc et foi de Stepan Arkadievitch, bondissant et pirouettant, puis à son maître en personne, le fusil à la main et le cigare aux lèvres. Tout beau, Krak !» criait gaiement Oblonsky, cherchant à éviter les pattes du chien qui, dans sa joie, s'accrochait à la gibecière. Il portait des bottes molles par-dessus des bandes de toile, un pantalon usé, un paletot court et un chapeau défoncé. En revanche, son fusil était du plus récent modèle et, bien que fatigué, son carnier et sa cartouchière défiaient toute critique. Jusqu'à ce jour, Veslovski s'était refusé à comprendre que pour un chasseur, le dernier mot du chic consista à se mal vêtir tout en s'équipant à merveille, mais à la vue de Stepan Arkadievitch rayonnant sous ses guenilles d'une élégance de grand seigneur joyeux et repu, il se jura d'en faire son profit pour une autre fois. « Eh bien, et notre hôte ?» demanda-t-il. « Un jeune marié, n'est-ce pas ?» dit en souriant Oblonsky. « Et dont la femme est délicieuse. Il sera rentré chez elle, car je l'ai vu prêt à partir. » Stepan Arkadievitch avait deviné juste. Lévin était retourné chez Kitty pour lui faire répéter qu'elle lui pardonnait sa sottise de la veille et pour lui enjoindre d'être prudente, de se tenir le plus loin possible des enfants. Kitty dut jurer une fois de plus qu'elle ne lui en voulait pas de s'absenter pendant 2 jours. Elle promit de lui envoyer le lendemain un bulletin de santé par une estafette. Ce départ ne plaisait guère à la jeune femme, mais elle s'y résigna gaiement en voyant l'entrain de son mari, que ses bottes et sa blouse blanche faisaient paraître plus grands et plus forts que jamais. « Toutes mes excuses, messieurs » cria Lévin, accourant vers ses compagnons. « A-t-on mis le déjeuner dans la voiture ? Pourquoi le bébrun est-il attelé à droite ? Après tout, tant pis. Allez coucher, mignonne. Mêlez avec les bouvards, dit-il au vacher qui le guettait au passage pour le consulter au sujet des veaux. Mille pardons, voilà encore un animal à expédier. Il sauta de la voiture où il s'était presque installé pour marcher à la rencontre d'un entrepreneur en charpenterie qui s'avançait, son aune à la main. « Tu aurais tout aussi bien fait de venir me trouver hier au bureau. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Sauf votre permission, on va ajouter un tournant, 3 marches tout au plus. Comme ça, on arrivera juste au ras du palier, et ce sera bien moins raide. » « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?» répliqua Lévin avec dépit. « Je t'avais dit d'établir d'abord des contre-marches. Maintenant, c'est trop tard. Il faut en faire un nouveau. » Dans une aile en construction, l'entrepreneur avait abîmé l'escalier, faute d'avoir exactement calculé la hauteur de la cage. Il voulait maintenant réparer sa bévue en ajoutant 3 marches. « Ça sera beaucoup mieux, je vous assure. Mais où crois-tu qu'il se terminera, ton escalier, avec 3 marches de plus ? » « Juste au bon endroit, pardine, » répliqua le charpentier avec un sourire méprisant. « Il partira du bas comme de juste, » expliqua-t-il avec un geste persuasif. « Il montera en douce et arrivera là-haut en plein à la bonne place. »« Vraiment, t'imagines-tu que les 3 marches ne lui ajouteront pas de la hauteur ? Réfléchis un peu, voyons, et dis-moi où il arrivera. »« Juste au bon endroit, » soutenait Mordicus l'entrepreneur. « Juste sous le plafond, mon pauvre ami. »« Non, » reprit obstinément le bonhomme, « il partira du bas, il montera en douce et il arrivera en plein au bon endroit. » Lévin tira la baguette de son fusil et se mit à dessiner l'escalier dans le sable. « Y es-tu maintenant ?»« À vos ordres, » répondit le charpentier dont le regard s'éclaira. Il avait enfin compris. « Va falloir en faire un nouveau. »« C'est ce que je m'épuise à te dire. Obéis-moi donc une bonne fois, » cria Lévin en remontant en voiture. « Allons-y. Tiens bien les chiens, Philippe. Tiens bien les chiens, Philippe. » Heureux de se sentir débarrassé de ses soucis domestiques, Lévin éprouva une joie si vive qu'il aurait voulu se taire et ne songer qu'aux émotions qui l'attendaient. Trouverait-on du gibier dans le marais de Kolpenskoye ? Mignonne tiendrait-elle tête à Krak ? Lui-même serait-il à la hauteur devant cet étranger, pourvu qu'Oblonsky ne fît pas un plus beau tableau que lui ? En proie à des préoccupations analogues, Oblonsky n'était guère plus loquace. Seul Vassia Veslovski ne tarissait pas, et Lévin, en l'écoutant bavarder, se reprocha ses injustices de la veille. C'était vraiment un bon garçon, auquel on ne pouvait guère reprocher que de considérer ses ongles soignés, son calot écossais et sa tenue élégante comme autant de preuves de son incontestable supériorité. Du reste,
simple, gai, bien élevé, prononçant admirablement le français et l'anglais, et qu'avant son mariage Lévin eut de toute évidence pris en grande amitié. Le bricolier de gauche, un cheval du Don, plus extrêmement à Veslovski. Comme il doit faire bon galoper par la steppe avec une bête pareille, allait-il répétant. Il goûtait sans doute à cette chevauchée imaginaire une jouissance poétique et sauvage, encore qu'assez imprécise. Mais sa beauté, son charmant sourire, la grâce de ses gestes, sa naïveté surtout exerçaient un attrait incontestable auquel Lévin résistait d'autant moins qu'il avait à cœur de racheter ses jugements téméraires de la veille. Ils avaient déjà fait 3 verstes quand Vassia s'aperçut de l'absence de son portefeuille et de son étui à cigares. Le portefeuille contenant 370 roubles, il voulut s'assurer qu'il l'avait oublié sur sa table de nuit. « Savez-vous quoi, Lévin, dit-il, déjà prêt à sauter de voiture, laissez-moi monter votre bricolier et je serai vite de retour. » Ne vous donnez pas cette peine, mon cocher fera facilement la course, repartit Lévin, calculant que Vassia devait peser pour le moins 100 kilos. Le cocher fut dépêché en quête du portefeuille et Lévin prit les rênes. Chapitre 9. Explique-nous ton plan de campagne, s'enquit soudain Oblonsky. Le voici. L'objectif est Djevdjev à 20 verstes d'ici. De ce côté-ci du village, nous trouverons un marais à double et de l'autre côté de grands marécages où foisonnent les bécassines et que les doubles ne dédaignent pas non plus. En y arrivant vers le soir, nous pourrons profiter de la chaleur pour chasser. Nous coucherons chez un paysan. Et demain, nous entreprendrons le grand marais. N'y a-t-il rien sur la route ? Si fait, il y a 2 bons endroits, mais cela nous retarderait. D'ailleurs, s'il fait trop chaud et nous en D'ailleurs, il fait trop chaud, excusez-moi. D'ailleurs, il fait trop chaud et nous en serions sans doute pour notre peine. Lévin comptait réserver pour son usage particulier ces chasses voisines de la maison, où d'ailleurs 3 fusils n'auraient pu que se gêner. Mais rien n'échappait à l'œil exercé d'Oblonsky et, passant devant un petit marais, il s'écria « Si nous nous arrêtions !»« Oh oui, Lévin, faisons halte !» supplia Vassia. Il fallut se résigner. La voiture à peine arrêtée, les chiens s'élancèrent à qui mieux vers le marais. « Crac, mignonne, ici !» Les chiens revinrent. « À 3, nous serions trop à l'étroit, je vais rester ici, dit Lévin, espérant qu'il ne trouverait pas d'autre gibier que des vanneaux. Les chiens en avaient fait lever quelques-uns qui, se balançant dans leur vol, jetaient au-dessus du marais leurs plaintes désolées. « Non, non, Lévin, venez avec nous, insista Veslovski. « Mais non, je vous assure, nous nous gênerons. Mignonne, ici, un chien vous suffira, n'est-ce pas ?» Lévin demeura près des voitures, suivant d'un œil d'envie les chasseurs qui battirent tout le marais pour n'y trouver qu'une poule d'eau et quelques vanneaux, dont l'un fut abattu par Veslovski. « Vous voyez bien que je ne mentais pas, leur dit Lévin quand ils furent de retour. Nous avons tout bonnement perdu du temps. »« Mais non, c'était très amusant, rétorqua Veslovski qui, empêtré par son fusil et son vanneau, remontait gauchement en voiture. Vous avez vu comme je l'ai descendu ? Beaucoup, n'est-ce pas ? Arriverons-nous bientôt dans le bon coin ? Tout à coup, les chevaux se cabrèrent. Lévin donna de la tête contre le canon d'un fusil et un coup de feu partit. C'est du moins ce qui lui sembla. En réalité, Veslovski, voulant désarmer son fusil, avait tiré par erreur sur une détente tout en retenant le chien de l'autre. Par bonheur, la charge ne blessa personne et s'enfonça dans le sol. Stepan Arcadievitch hocha la tête par manière de reproche, mais Lévin n'eut pas le courage de gronder Veslovski, dont le désespoir était manifeste et qui pouvait d'ailleurs attribuer les remontrances de son hôte au dépit de s'être fait une bosse au front. À vrai dire, cette consternation céda bientôt la place à un accès de gaieté aussi franche que contagieuse. En arrivant au second marais qui, plus étendu que le premier, demandait plus de temps à battre, Lévin conjura ses invités de passer outre, mais, cédant aux supplications de Veslovski, il les laissa descendre et demeura de nouveau près des voitures. Krak se jeta dans le marécage, suivi de près par Vassia, et, avant qu'Oblonsky ne les eût rejoints, il avait fait lever une bécassine double qui, sur un raté de Veslovski, se remisa dans un pré. Mais cette fois, Krak se mit en arrêt et Vassia ne la manqua point. Il revint alors vers les voitures. « À votre tour, dit-il à Lévin, je surveillerai les chevaux. » Jaloux du coup de fusil, Lévin tendit les rênes à Veslovski et s'engagea dans le marais.
Mignonne, qui depuis longtemps gémissait sur l'injustice du sort, fila d'un trait vers un îlot négligé par Craque, mais que son maître et elle connaissaient de longue date. « Pourquoi ne l'arrêtes-tu pas » cria Stéphane Arcadievitch à son beau-frère. « Sois tranquille, elle ne les fera pas voler, répondit Lévin, heureux de la joie de sa chienne et courant après elle. Plus Mignonne approchait de l'îlot giboyeux, plus sa quête devenait serrée. À peine se laissa-t-elle distraire un instant par un petit oiseau de marais sans conséquence. Elle fit une ou deux fois le tour de l'îlot giboyeux, puis subitement trembla de tout le corps et s'immobilisa. « Arrive, arrive, Stiva » cria Lévin, qui sentit son cœur battre à coups précipités. Et tout à coup, comme si son ouïe tendue à l'extrême eût perdu le sens de la distance, tous les sons vinrent la frapper avec une intensité désordonnée. Il prenait les pas tout proches d'Oblonsky pour le trépignement lointain des chevaux et pour l'envol d'une bécassine l'éboulement d'une motte de terre sur laquelle il posait le pied. Il percevait encore non loin derrière lui une sorte de clapotis qui ne s'expliquait pas très bien. Il rejoignit Mignonne en marchant prudemment. « Pis !» cria-t-il. Une bécassine partit sous les pieds de la chienne. Il la visait déjà lorsque, au lourd clapotis, vint se mêler la voix de Veslovski poussant des cris bizarres. Lévin vit très bien qu'il tirait trop en arrière et manqua son coup. En se retournant, il aperçut le char à banc et les chevaux à moitié enfoncés dans la boue. Afin de mieux assister à la chasse, Vassia leur avait fait quitter la route pour le marais. « Que le diable l'emporte » murmura Lévin en rebroussant chemin vers l'équipage embourbé. « Pourquoi diantre êtes-vous venu jusqu'ici » demanda-t-il sèchement au jeune homme. Et, hélant le cocher, il se mit en devoir de dégager les chevaux. Non seulement on lui gâtait son plaisir, on risquait d'abîmer ses chevaux, mais ses compagnons le laissèrent dételer et ramener, avec l'aide du cocher, les pauvres bêtes en lieu sec sans lui offrir la moindre assistance. Aucun d'eux, il est vrai, ne s'y entendait. En revanche, le coupable fit de son mieux pour dégager le char à banc et dans son zèle arracha même une garde-crotte. Cette bonne volonté toucha Lévin qui mit son accès de mauvaise humeur sur le compte de ses préventions de la veille et redoubla aussitôt d'amabilité pour Veslovski. L'alerte passée, il donna l'ordre de déballer le déjeuner. « Bon appétit, bonne conscience, ce poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes, dit Vassia rasséréné en dévorant son second poulet. Nos malheurs sont finis, messieurs, tout va nous réussir. Mais en punition de mes méfaits, je demande à monter sur le siège et à vous servir d'automate. Non, laissez-moi faire. Vous allez voir comme je vais vous mener. Je serai très bien sur le siège et j'ai à cœur de réparer ma bévue. » Lévin craignait pour ses chevaux, surtout pour le bai brun que Vassia tenait mal en main. Mais il céda bientôt à l'insouciance communicative du brave garçon qui ne cessa tout le long du chemin de chanter des romances ou de singer un amateur anglais conduisant Four in Hand. Nos chasseurs atteignirent les marais de Gvozdiev dans les meilleures dispositions du monde. Allez, je continue. Chapitre 10. Vassia avait mené trop vite les chevaux. Le but de l'expédition se trouvait atteint avant que la grosse chaleur ne fût tombée. Lévin aspira aussitôt à se débarrasser de l'incommode compagnon. Stepan Arcadievitch semblait partager ce désir car la rouerie bon enfant qui lui était particulière tempérait sur son visage l'air de préoccupation qui s'empare de tout chasseur au début d'une partie sérieuse. « L'endroit m'a l'air bon, car j'aperçois des éperviers, dit-il en désignant deux oiseaux de proie qui planaient au-dessus des roseaux. C'est toujours un indice de gibier. Comment allons-nous l'explorer ?»« Un instant, messieurs, répondit Lévin, qui, d'un air plutôt sombre, rajustait ses bottes et vérifiait les pistons de son fusil. Vous voyez cette touffe de joncs tout droit devant vous demanda-t-il en leur indiquant un point plus foncé qui tranchait sur l'immense prairie humide fauchée par places. C'est à cet endroit que commence le marais pour incliner vers la droite, non loin de cette bande de chevaux. On trouve des doubles de ce côté-là. Il contourne ensuite les roseaux et s'étend jusqu'à ce bouquet d'aunes et même jusqu'au moulin que vous apercevez là-bas dans un coude de la rivière. C'est le meilleur coin. Il m'est arrivé d'y tuer jusqu'à 17 bécassines. Nous allons, si vous le voulez bien, nous séparer et faire le tour du marais avec le moulin comme point de rendez-vous. « Eh bien, prenez à droite, dit Stepan Arcadievitch d'un air indifférent.
Il y a plus d'espace pour deux, moi je prendrai à gauche. C'est ça, appuya Vassia, et nous allons vous battre dans les règles. Force fut à Lévin d'accepter cet arrangement. À peine lâchés, les chiens se mirent à quêter, éventant du côté du marécage. À l'allure lente et indécise de Mignonne, Lévin s'attendait à voir voler une bande de bécassines. Veslovski ne restait pas en arrière, je vous en conjure, murmura-t-il à son compagnon de chasse qui barbotait dans les flaques d'eau. Ne vous occupez pas de moi, je ne veux pas vous gêner. Mais, rendu méfiant par l'alerte de Kolpenskoye, Lévin se rappelait à bon droit l'admonestation que lui avait faite Kitty avant le départ. Surtout, ne vous canardez pas les uns les autres. Les chiens approchaient de plus en plus de la remise des bécassines, cherchant à prendre connaissance du gibier chacun de son côté. Lévin était si ému que le clapotement de son talon retiré de la vase lui parut le cri d'une bécassine. Il saisit aussitôt la crosse de son fusil. Pif, paf! 2 détonations retentirent soudain à son oreille. Vassia tirait sur une bande de canards qui passait au-dessus du marais, mais hors de portée. Lévin n'eut pas le temps de se retourner qu'une bécassine s'enlevait, suivie d'une seconde, d'une troisième, de 8 autres encore. Au moment où elle commençait ses crochets, Stepan Arcadievitch en épaula une, qui tomba comme une motte. Sans se presser, il en suivit une autre qui rasait les joncs. Son second coup était à peine parti que la bécassine tombait. Elle se débattit dans les joncs, laissant voir le dessous blanc de l'aile qui palpitait encore. Lévin fut moins heureux. Il tira de trop près sa première bécassine et la manqua. Il voulut la rattraper au moment où elle montait, mais une autre lui étant partie sous les pieds, il se laissa distraire et la rata de nouveau. Tandis qu'Oblonsky et Lévin rechargeaient leurs fusils, une dernière bécassine partit et Veleslovski, qui entre-temps avait rechargé le sien, tira 2 coups de petit plomb dans l'eau. Oblonsky releva son gibier avec des yeux brillants de joie. « Et maintenant, séparons-nous, dit-il. » Il se dirigea vers la droite, boitant légèrement de la jambe gauche, sifflant son chien et tenant son fusil tout près. Lorsque Lévin manquait le premier coup, il perdait facilement son sang-froid et compromettait sa chasse. C'est ce qui lui arriva ce jour-là. À tout instant, les bécassines partaient sous le nez du chien ou sous les pieds des chasseurs. Il aurait donc pu réparer sa maladresse, mais plus il tirait, plus il se couvrait de honte devant Veslovski, qui déchargeait son fusil à tort et à travers sans rien tuer, mais sans perdre pour autant sa gaieté. Lévin, qui s'irritait de plus en plus, en vint presque à brûler ses cartouches au petit bonheur. Mignonne, stupéfaite, regardait les chasseurs d'un air de reproche, et sa quête se fit moins régulière. Les coups de feu avaient beau se succéder sans interruption et la fumée envelopper les chasseurs, l'immense carnassière contenait en tout et pour tout 3 méchants bécassos. Encore Vassia en avait-il tué un à lui seul et un autre de moitié avec Lévin. Cependant, à l'autre bout du marécage, les coups d'ailleurs peu fréquents tirés par Oblonsky semblaient avoir porté, car presque chaque fois on l'entendait crier « Crac, à porte !» Ce succès irrita encore plus Lévin. Les bécassines volaient maintenant en bande. D'aucunes même venaient se reposer à leur ancienne place, et le bruit mat que faisaient celles-ci en plaquant leurs ailes sur le sol humide alternait avec les cris que poussaient les autres en plein vol. Des douzaines d'éperviers piaillaient maintenant au-dessus du marais. Lévin et Veslovski avaient déjà battu plus de la moitié du marécage quand ils atteignirent un pré appartenant à plusieurs familles de paysans et divisé en longues bandes qui s'en venaient mourir au bord des roseaux. Comme plusieurs de ces lots n'étaient pas encore fauchés, la prairie n'offrait guère d'intérêt pour la chasse. Lévin s'y engagea quand même car il voulait tenir parole et rejoindre son beau-frère. Quelques paysans cassaient la croûte près d'une charrette dételée. « Ohé, les chasseurs !» cria l'un d'eux. « Venez boire un coup avec nous !» Lévin considéra le groupe. « Venez, n'ayez pas peur !» continua le rustaud, un joyeux compère au visage écarlate et barbu, en découvrant ses dents blanches et levant au-dessus de sa tête une bouteille verdâtre qui brilla au soleil. « Qu'est-ce qu'ils disent ?» demanda Veslovski. « Ils nous offrent à boire avec eux. Ils auront sans doute fait le partage de la prairie. J'accepterais bien, ajouta Lévin avec l'arrière-pensée de se défaire de Vassia. Mais pourquoi veulent-ils nous régaler ? En signe de réjouissance, probablement. Allez-y donc, cela vous amusera. Allons, c'est curieux. Allez, allez, vous trouverez ensuite facilement le chemin du moulin, cria Lévin, ravi de voir Veslovski s'éloigner, courbé en deux, tenant son fusil à bout de bras et butant de ses pieds fatigués contre les mottes de terre. Viens donc aussi, cria le paysan à Lévin. Il y a du bon pâté.
Lévine n'eut certes refusé ni un morceau de pain ni un verre d'eau de vie, car il se sentait las et tirait avec peine ses pieds du sol marécageux. Mais il aperçut Mignonne en arrêt et oublia sa fatigue pour la rejoindre. Une bécassine lui partit sous les pieds et cette fois il ne la manqua pas. La chienne gardait l'arrêt. Pis, un autre oiseau se leva devant le nez du chien. Il tira son second coup, mais décidément la journée était malheureuse. Non seulement il rata un des deux oiseaux, mais il ne put retrouver le premier. Ne voulant pas croire qu'il l'avait tué, Mignonne faisait semblant de le chercher. La malchance dont il rendait Bastien responsable s'attachait bel et bien au pas de Lévine. Bien qu'ici également il y eût beaucoup de gibier, il faisait rater sur rater. Les rayons du soleil couchant étaient encore très chauds. Ses vêtements trempés lui collaient au corps. Sa botte gauche remplie d'eau alourdissait sa marche. La sueur coulait à grosses gouttes sur son visage noir de poudre. Il avait la bouche mauvaise, un relent de fumée et de vase le prenait à la gorge, les cris incessants des bécassines l'étourdissaient, son cœur battait à coups précipités, ses mains tremblaient d'émoi, ses pieds harassés butaient dans les mottes, s'enfonçaient dans les trous. Néanmoins, il ne se rendait pas. Enfin, un raté plus honteux que les autres lui fit jeter sur le sol son fusil et son chapeau. « Décidément, se dit-il, il faut me prendre en main. » Alors, relevant fusil et chapeau, il appela Mignonne et sortit du marais. Une fois sur la berge, il tira sa botte, la vida, avala quelques lampées d'eau à fort goût de rouille, mouilla ses pistons échauffés et se rafraîchit le visage et les mains. Puis il se dirigea vers la nouvelle remise des bécassines, fermement convaincu d'avoir retrouvé son calme. Pure illusion. Il n'avait pas encore visé que déjà son doigt pressait la détente. Son carnier ne contenait en tout et pour tout que 5 pauvres oiseaux quand il atteignit l'Aunay où devait le rejoindre Stepan Arkadievitch. Ce fut Krak qui se montra le premier. Couvert d'une vase puante et noire, il déboucha d'une souche abattue et s'en vint flairer Mignonne avec des airs de triomphe. Son maître apparut, bientôt dans l'ombre des aunes, le visage cramoisi, ruisselant de sueur, le col déboutonné et toujours boitillant. « Eh bien, fit-il gaiement, vous devez avoir fait belle chasse, on n'entendait que vous. »« Et toi » demanda Lévine, question à quoi le carnier d'Oblonsky, surchargé de 14 bécassines, donnait une réponse éloquente. « C'est un vrai marais du bon Dieu. Veslovski a dû te gêner. Rien n'est plus incommode que de chasser à deux avec un seul chien, déclara Stepan Arkadievitch par manière de consolation. Chapitre 11. Les deux beaux-frères trouvèrent Veslovski déjà installé dans l'isba où Lévine avait accoutumé de prendre gîte. Assis sur un banc auquel il se cramponnait des deux mains, il faisait tirer ses bottes couvertes de vase par un soldat, frère de leur hôtesse. « Je viens d'arriver, leur dit-il en riant de son rire communicatif. Ils ont été charmants. Figurez-vous qu'après m'avoir fait boire et manger, ils n'ont rien voulu accepter. Et quel pain délicieux! Et quelle eau de vie! Je n'en ai jamais bu de pareil. Et ils me répétaient tout le temps, faut pas nous en vouloir, on fait ce qu'on peut. Mais pourquoi vouliez-vous payer, grommela le soldat, enfin maître d'une des bottes et du bas noir de fange qui s'y étaient collés. Ils vous régalaient, n'est-ce pas? Leur eau de vie, ils ne la vendent pas. La saleté de l'isba que leurs bottes et les pattes de leurs chiens avaient souillée d'une boue noirâtre, l'odeur de poudre et de marais qui s'y étaient insinués, ne rebutèrent pas plus nos chasseurs que l'absence de fourchettes et de couteaux. Tous trois soupèrent avec un appétit qu'on ne connaît qu'à la chasse. Puis, après s'être nettoyés, ils allèrent se coucher dans le fenil où les cochers leur avaient préparé des lits à même le foin. Bien que la nuit tombât, le sommeil les fuyait. Ils évoquaient à l'envi des souvenirs de chasse. Veslovski trouvait tout pittoresque et charmant. Le gîte qui embaumait le foin, les chiens qui reposaient au pied de leur maître, le chariot qui se dressait dans un coin et qu'il croyait brisé parce qu'on en avait retiré l'avant-train. Comme il ne tarissait pas d'éloges sur l'hospitalité villageoise, Oblonsky crut bon d'opposer à ses plaisirs champêtres les fastes d'une grande chasse à laquelle il avait pris part l'année précédente dans la province de Tver, chez un certain Malthus, enrichi dans les chemins de fer. Il décrivit les immenses marécages gardés, les dog-carts, la tente dressée au bord de l'eau pour le déjeuner. «
Comment de pareils individus ne te sont-ils pas odieux, dit Lévin, se soulevant sur son lit de foin. Je ne nie pas les charmes d'un déjeuner au château Laffitte, mais est-ce que vraiment ce luxe ne te révolte pas? Ces gens-là s'enrichissent à la façon des fermiers d'eau-de-vie d'autrefois, et se moquent du mépris public, sachant que leur argent mal acquis les réhabilitera. Tout à fait exact, s'écria Veslovski. Bien entendu, Oblonsky accepte leur invitation par pure bonhomie, mais il donne là un fâcheux exemple. Vous vous trompez, rétorqua Stepan Arkadievitch avec un petit ricanement qui n'échappa point à Lévin. Si je vais chez lui, c'est que je le crois tout aussi honnête que tel négociant, tel agriculteur qui doivent leur fortune à leur travail et à leur intelligence. Qu'appelles-tu travail? Est-ce de se faire donner une concession et de la rétrocéder? Certainement, en ce sens que si personne ne prenait cette peine, nous n'aurions pas de chemin de fer. Peux-tu assimiler ce travail à celui d'un homme qui laboure ou d'un savant qui étudie? Non, mais il n'en a pas moins un résultat, des chemins de fer. Mais j'oubliais que tu n'en es pas partisan. Ceci est une autre question. Je veux bien, si cela peut te faire plaisir, en reconnaître l'utilité. Mais je tiens pour malhonnête toute rémunération qui n'est pas en rapport avec le travail. Mais comment déterminer ce rapport? J'entends tout gain acquis par des voies insidieuses et peu correctes, répondit Lévin qui se sentit impuissant à tracer une limite précise entre le juste et l'injuste. Par exemple, les gros bénéfices des banques. Ces fortunes rapides sont proprement scandaleuses. Le roi est mort, vive le roi. Nous n'avons plus de ferme, mais les chemins de fer et les banques y suppléent. Tout cela peut être vrai et fort spirituel, répliqua d'un ton posé Stepan Arkadievitch, évidemment convaincu de la justesse de son point de vue. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Couchez, crac, dit-il à son chien qui se grattait et retournait tout le foin. Pourquoi, par exemple, mes appointements sont-ils plus élevés que ceux de mon chef de bureau qui connaît les affaires mieux que moi? Est-ce juste? Je n'en sais rien. Est-il juste que tu gagnes, disons, 5000 roubles, là où, avec plus de travail, le paysan qui nous héberge ce soir en gagne à peine 50? Non. Comparé à ceux de ces braves gens, ton gain et le mien sont aussi disproportionnés que celui de Malthus par rapport aux ouvriers de sa ligne. Au fond, vois-tu, il y a une certaine dose d'envie dans la haine qu'inspirent ces millionnaires. Vous allez trop loin, interrompit Veslovski. On ne leur envie pas leur richesse, mais on ne peut se dissimuler qu'elles ont un côté ténébreux. Tu as raison, dit Lévin, de taxer d'injuste mes 5000 roubles de bénéfices. J'en souffre, mais c'est ma foi vrai, approuva Veslovski d'un ton d'autant plus sincère qu'il songeait sans doute à ces choses pour la première fois de sa vie. Nous passons notre temps à boire, à manger, à chasser, à nous tourner les pouces, tandis que ces pauvres diables peinent d'un bout de l'année à l'autre. Oui, tu souffres, mais pas au point de donner ta terre aux paysans, objecta annonçant en malice Stepan Arkadievitch. Depuis qu'ils étaient devenus beaux-frères, une hostilité sourde altérait les relations des deux amis. Chacun prétendait, in petto, avoir mieux organisé sa vie que l'autre. Je ne la donne pas parce que personne ne me la demande, répliqua Lévin. Si d'ailleurs je le voulais, je ne le pourrais pas. Et à qui diantre veux-tu que je la donne? Mais par exemple à ce brave homme chez qui nous passons la nuit. Et de quelle manière veux-tu que je m'y prenne? Faudra-t-il établir un acte de vente ou de donation? Je n'en sais rien, mais puisque tu as la conviction de commettre une injustice. Mais pas du tout. J'estime au contraire qu'ayant une famille, j'ai des devoirs envers elle et ne me reconnais pas le droit de me dépouiller. Pardon, si tu considères cette inégalité comme une injustice, tu dois agir en conséquence. C'est ce que je fais en m'efforçant de ne pas l'accroître. Quel paradoxe! Oui, cela sent le sophisme, ajouta Veslovski. Mais voilà le patron, dit-il à la vue du maître de l'isba qui ouvrait la porte en la faisant crier sur ses gonds. Comment, tu n'es pas encore couché? Il s'agit bien de ça. Je vous croyais depuis longtemps endormi, mais voilà que je vous entends bavarder. Alors, n'est-ce pas, comme j'ai besoin d'une faux, ils ne vont pas mordre au moins, ajouta-t-il en posant précautionneusement ses pieds nus l'un devant l'autre. Où vas-tu dormir? Nous gardons nos chevaux au pâturage. Ah, la belle nuit, s'écria Veslovski en apercevant dans l'encadrement de la porte, à la faible lueur du crépuscule, un coin de la maison et le char à banc dételé. Mais d'où viennent ces voix de femmes? Elles ne chantent pas mal, vraiment? Ce sont les filles d'à côté. Allons faire un tour. De toute manière, nous ne pourrons pas dormir. Allons, Oblonsky. Que ne peut-on se promener tout en restant étendu? Il fait si bon ici, répondit Oblonsky en s'étirant.
Alors j'irai seul, dit Veslovski qui se leva et se chaussa à la hâte. Au revoir, messieurs. Si je m'amuse, je vous appellerai. Vous avez été trop aimables à la chasse pour que je vous oublie. Quel brave garçon, n'est-ce pas dit Oblonsky quand Vassia fut sorti et que le patron eut fermé la porte derrière lui. Oui, oui, répondit évasivement Lévin, qui suivait toujours le fil de sa pensée. Il n'arrivait pas à comprendre comment deux hommes sincères et poinceaux pouvaient l'accuser de sophisme alors qu'il exprimait ses sentiments aussi clairement que possible. Oui, mon cher, reprit Oblonsky, il faut en prendre son parti et reconnaître soit que la société actuelle repose sur des fondements légitimes, et alors défendre ses droits, soit qu'on profite de privilèges injustes, et dans ce dernier cas, faire comme moi, en profiter avec plaisir. Non, si tu sentais l'iniquité de ces privilèges, tu n'en jouirais pas. Moi, du moins, je ne le pourrais pas. J'ai besoin de me sentir en paix avec ma conscience. Au fait, pourquoi n'irions-nous pas faire un tour dit Stepan Arkadyevitch, que cet entretien par trop sérieux commençait sans doute à lasser. Allons-y, puisqu'aussi bien nous ne dormons pas. Lévin ne répondit rien. Il réfléchissait. Ainsi donc, on trouvait ses actes en contradiction avec le sentiment qu'il avait de la justice. Est-il possible, se disait-il, que l'on ne puisse être juste que d'une manière purement négative ? Décidément, l'odeur du foin m'empêche de dormir, dit Oblonsky en se soulevant. Vassia m'a l'air de ne pas s'ennuyer. Entends-tu ces éclats de rire ? Allons-y, crois-moi. Non, je reste. Est-ce aussi par principe demanda en riant sous cape Stepan Arkadyevitch qui cherchait sa casquette à tâtons. Non, mais qu'irais-je faire là-bas ? Sais-tu, dit Oblonsky en se levant, que tu me parais sur une pente dangereuse. Pourquoi ? Parce que tu prends un mauvais pli avec ta femme. J'ai remarqué l'importance que tu attachais à obtenir son autorisation pour t'absenter pendant 48 heures. Cela peut être charmant à titre d'idylle, mais cela ne saurait durer toute la vie. L'homme doit maintenir son indépendance. Il a ses intérêts à lui, conclut Oblonsky en ouvrant la porte. Lesquels ? Ceux de courir après les filles de ferme ? Pourquoi pas, si cela l'amuse ? Cela ne tire pas à conséquence. Ma femme ne s'en trouvera pas plus mal. Respectons seulement le domicile conjugal. Mais pour le reste, ne nous laissons pas lier les mains. Peut-être, répondit sèchement Lévin en se retournant. Demain je pars avec l'aurore et n'éveillerai personne, je vous en préviens. Veslovski accourait. Messieurs, venez vite, s'écria-t-il. Charmante, c'est moi qui l'ai découverte. Une vraie Gretchen. Nous sommes déjà de bons amis. Je vous assure qu'elle est délicieuse, ajouta-t-il d'un ton qui laissait entendre que cette charmante enfant avait été créée et mise au monde pour qu'il la trouvât à son goût. Lévin fit semblant de sommeiller, tandis qu'Oblonsky mettait ses pantoufles et allumait un cigare. Il laissa les deux amis s'éloigner, mais resta longtemps sans pouvoir s'endormir. Prêtant l'oreille aux bruits d'alentour, les chevaux mâchonnaient leur foin. Le patron partit avec son fils aîné pour garder les bêtes au pâturage. Le soldat se coucha de l'autre côté du fenil avec son tout jeune neveu. Et comme l'enfant lui demandait à qui en voulaient ces méchants chiens, l'oncle lui raconta que le lendemain les chasseurs s'en iraient au marais pour y faire paf paf avec leurs fusils. Puis, excédé par les questions du gamin, ils le fit taire par des menaces. « Dors, Vassia, dors ou sans la gare !» Bientôt, ces ronflements troublèrent seuls le silence, et, par intervalles, le hennissement des chevaux et la pelle des bécassines. « Et quoi ?» se répétait toujours Lévin. « Ne peut-on vraiment être juste que d'une manière négative ? Après tout, je n'y puis rien, ce n'est pas ma faute. » Et il se prit à songer au lendemain. « Je me lèverai avec le jour et je saurai garder mon sang-froid. Le marais est plein de bécassines, il y a même des doubles. Je trouverai en rentrant un mot de Kitty. Stiva pourrait bien avoir raison, je suis trop faible avec elle. Mais qu'y faire ? Voilà de nouveau du négatif. Il perçut à travers son sommeil le rire et les gais propos de ses compagnons qui rentraient, et rouvrit un instant les yeux pour les voir éclairés par la lune dans l'entrebâillement de la porte. Oblonsky comparait un jeune tendron à une noisette fraîchement écalée, tandis que Veslovski, riant de son rire contagieux, répétait sans doute un mot que lui avait dit l'un des manants. « Tâche plutôt voir à en prendre une à ton goût. Demain avant l'aube, messieurs, » marmotta Lévin, et il se rendormit. Chapitre 12. Levé à point d'aube, Lévin essaya en vain de réveiller ses compagnons. Couché sur le ventre et ne laissant voir que le bas qui moulait une de ses jambes, Veslovski ne donna aucun signe de vie.
Oblonsky grommela quelques mots de refus. Mignonne elle-même, blottie en rond au bord du foin, étira paresseusement l'une après l'autre ses pattes de derrière avant de se décider à suivre son maître. Lévin se chaussa, prit son fusil et sortit en se gardant de faire grincer la porte. Les cochers dormaient près des voitures, les chevaux sommeillaient, sauf un qui mâchonnait son avoine en l'étendant du museau sur l'auge. Il faisait à peine jour. « Qu'est-ce qui te fait lever de si bon matin, notre ami ?» lui demanda la maîtresse du logis, une brave femme déjà âgée qui sortait de son isba et l'accosta familièrement comme une vieille connaissance. « Je vais à la chasse, ma bonne. Par où faut-il que je passe pour gagner le marais ? Prends tout droit derrière nos granges, puis à travers les chenevrières. Il y a un sentier. Les chenevières, il y a un sentier. » Marchant avec précaution, car elle avait les pieds nus, la vieille l'accompagna jusqu'à l'aire, dont elle lui ouvrit la barrière. « Tu tomberas comme ça en plein mi-temps du marais. Nos gars ont mené les bêtes par là hier soir. » Mignonne prit les devants en folâtrant et Lévin la suivit d'un pas allègre, tout en scrutant le ciel d'un œil inquiet, car il aurait voulu atteindre le marais avant le lever du soleil. La lune, qui éclairait encore quand il avait quitté le fenil, prenait maintenant des teintes de vif argent. L'étoile du matin, qui naguère s'imposait à la vue, pâlissait de plus en plus. Des points, d'abord vagues à l'horizon, offraient des contours plus distincts. C'étaient des tas de blé. Dans le chanvre déjà haut qui répandait un âcre parfum et d'où l'on avait déjà arraché les tiges mâles, la rosée encore invisible mouillait les jambes de Lévin et sa blouse jusqu'à la ceinture. Dans le silence limpide du matin, les moindres sons se percevaient nettement, et une abeille qui frôla l'oreille de Lévin lui parut siffler comme une balle. Il en aperçut encore 2 ou 3 qui, franchissant la clôture du rucher, prenaient leur vol par-dessus les chenevières dans la direction du marais. Déjà celui-ci se devinait aux vapeurs qui s'en exhalaient, nappes blanches où des bouquets de saules et de roseaux formaient des îlots d'un vert sombre. Au débouché du sentier, des hommes et des enfants, enveloppés dans leurs cactans, dormaient d'un profond sommeil, après avoir veillé toute la nuit. Près d'eux paissaient 3 chevaux entravés, dont l'un faisait résonner ses chaînes. Mignonne marchait maintenant à la botte de son maître, fouillant les alentours du regard et implorant d'être lâchée. Quand, après avoir dépassé les dormeurs, Lévin sentit le terrain fléchir sous ses pieds, il vérifia ses amorces et laissa aller sa chienne. À la vue de celle-ci, un des chevaux, un beau poulain brun de 3 ans, dressa la queue et s'ébroua. Les autres prirent aussi peur et sortirent de l'eau en dégageant à grand-peine leurs sabots de la vase où ils barbotaient lourdement. Mignonne s'arrêta. Elle eut pour les chevaux une œillade moqueuse et pour son maître un regard interrogateur. Lévin la caressa et l'autorisa par un sifflement à commencer sa quête. Elle partit aussitôt, flairant sur le sol mouvant parmi d'autres senteurs connues, celle des racines, des plantes, de la rouille, ou inconnue, celle du crottin de cheval, cette odeur du gibier qui la troublait plus que tout autre. Cette odeur imprégnait de place en place la mousse et les bardanes, mais on ne pouvait en déterminer la direction. Pour trouver la piste, il lui fallait prendre le vent. Ne sentant pas les mouvements de ses pattes, marchant en petit galop pour pouvoir en cas de besoin s'arrêter brusquement, elle s'éloigna vers la droite, fuyant la brise qui soufflait de l'Orient. Quand elle eut pris le vent, elle aspira l'air à pleines narines et ralentit aussitôt sa course, sentant qu'elle tenait non plus une piste, mais le gibier lui-même et en grande abondance. Mais où exactement ? Elle traçait déjà ses lacets, quand la voix de son maître retentit, l'appelant d'un autre côté. « Mignonne, ici !» Elle s'arrêta, indécise, comme pour lui faire entendre que mieux valait la laisser agir à sa guise. Mais Lévin réitéra son ordre d'une voix courroucée, en lui désignant un monticule où il ne pouvait rien voir. Pour lui faire plaisir, elle grimpa sur le monticule et fit semblant de quêter, mais revint bientôt à l'endroit qui l'attirait. Sûre de son fait, maintenant que son maître ne la gênait plus, sans regarder à ses pieds et butant rageusement contre les mottes, tombant à l'eau mais se redressant aussitôt sur ses pattes vigoureuses et souples, elle se mit à tracer un cercle qui devait lui donner l'explication de l'énigme. L'odeur se faisait toujours plus forte, toujours plus précise. Soudain, elle comprit qu'il y en avait un, là, à 5 pas d'elle, et elle se mit en arrêt, immobile, comme une statue.
Ses pattes trop courtes l'empêchaient de voir, mais son flair ne la trompait pas. Sa queue tendue ne tremblait que du bout, elle avait la gueule entr'ouverte et les oreilles dressées. L'une d'elles s'était retournée pendant son galop. Elle respirait lourdement, mais avec précaution, et tournait son regard plus que sa tête vers son maître, qui arrivait avec des yeux qu'elle jugeait toujours courroucés et en marchant à une allure aussi rapide que le lui permettait le sol mouvant, mais dont elle maudissait la lenteur. En voyant Mignonne se presser contre le sol, la gueule entr'ouverte et les pieds de derrière raclant la terre, Lévine comprit qu'elle avait éventé des doubles et prit sa course en suppliant le ciel de ne pas lui faire manquer son premier coup. Arrivé tout près d'elle, il découvrit à moins d'1 mètre l'oiseau qu'elle n'avait pu que flairer. C'était bien une double, tapie, l'oreille aux aguets entre 2 mottes. Elle fit mine un moment d'ouvrir ses ailes, les replia, et frétillant gauchement du croupion, se reblottit dans un coin. « Pis !» cria Lévine en excitant sa chienne du pied. « Je ne puis pas bouger, se dit Mignonne. Je les sens, mais je ne les vois pas, et si je bouge, je ne saurais plus où les prendre. » Mais le maître la poussa du genou en répétant tout ému. « Pis, Mignonne, pis ! Puisqu'il y tient, je vais lui obéir, mais je ne réponds pas de moi, se dit-elle en se lançant éperdue entre les 2 mottes, ne flairant plus rien et ne sachant plus ce qu'elle faisait. À 10 pas de l'ancienne place, un oiseau se leva avec le croassement gras et le bruit d'ailes sonores caractéristiques des doubles. Lévine tira. L'oiseau s'abattit, frappant la terre humide de sa poitrine blanche. Une autre se leva d'elle-même, derrière Lévine. Quand celui-ci se retourna, elle était déjà loin, mais le coup de feu l'atteignit. Après avoir volé l'espace d'une 20aine de pas, elle monta en chandelle, dégringola cul par-dessus tête et vint lourdement se plaquer sur une place sèche. « Ça va marcher, songea Lévine en fourrant dans son carnier les 2 oiseaux gras et chauds. N'est-ce pas, ma belle, que ça va marcher ?» Quand Lévine, après avoir rechargé son fusil, reprit sa marche, le soleil, que cachaient encore des nuages, était déjà levé, la lune ne semblait plus qu'un point blanc dans l'espace, toutes les étoiles avaient disparu. Les flaques d'eau, qu'argentaient naguère la rosée, reflétaient maintenant de l'or et de l'ambre. Les tons bleus de l'herbe passaient au vert jaunâtre. Les oiseaux de marais s'agitaient dans les buissons brillants de rosée qui jetaient de longues ombres le long d'un ruisseau. Un épervier, perché sur une meule, se réveilla, tourna la tête de droite et de gauche, jeta autour de lui des regards mécontents, cependant que des corneilles s'envolaient dans la direction des champs. Un des gamins aux pieds nus ramenait les chevaux vers le vieux villageois qui se grattait après avoir rejeté son cafetan. La fumée du fusil blanchissait l'herbe verte comme une traînée de lait. « Il y a aussi des canards par ici, sais-tu, monsieur ? On en a vu hier !» cria Lévine, un des gamins, qui se mit à le suivre à une distance respectueuse. « Il y a aussi des canards par ici, sais-tu, monsieur ? On en a vu hier !» cria Lévine, un des gamins, qui se mit à le suivre à une distance respectueuse. Lévine éprouva un plaisir particulier à tuer coup sur coup 3 bécassines devant 7 enfants, dont la joie éclata bruyamment. La superstition du premier... chapitre 13. La superstition du premier coup ne se trouva pas vaine. Lévine rentra entre 9 et 10 heures, harassé, affamé, mais enchanté, après avoir parcouru une 30aine de verstes, tué 19 bécassines et un canard, que faute de place dans son carnier, il suspendit à sa ceinture. Ses compagnons, levés depuis longtemps, avaient eu le loisir de mourir de faim en l'attendant, puis de déjeuner. « Permettez, je sais qu'il y en a 19, disait-il en comptant pour la seconde fois ces petites bêtes si brillantes au moment de leur envol et de si piètre apparence maintenant avec leurs petits corps recroquevillés, leurs becs penchés, leurs plumes couvertes de sang coagulé. » Le compte était exact et le sentiment d'envie que ne cacha point son beau-frère causa un certain plaisir à Lévine. Pour comble de bonheur, le messager de Kitty l'attendait avec un billet rassurant. « Je vais à merveille, » écrivait-elle, « et si tu ne me crois pas suffisamment gardée, rassure-toi en apprenant que Marie Vlassievna est ici. » C'était la sage-femme, un personnage nouveau et fort important dans la famille. « Elle me trouve en parfaite santé et restera avec nous jusqu'à ton retour. Ainsi ne te presse pas si la chasse est bonne. » Grâce à ce billet et à l'heureux tableau de chasse, Lévine ne prit point trop à cœur 2 incidents moins agréables. Tout d'abord, le cheval de volée, surmené la veille, refusait de manger et paraissait fourbu.
On l'a mené trop vite hier, Constantine Mitrich, je vous assure. Songez donc, 10 verstes à un train pareil. La seconde contrariété, qui le fit bien rire après avoir tout d'abord échauffé sa bile, fut de ne plus rien trouver des provisions données par Kitty au départ d'une main plus que généreuse. Il y en avait bien pour 8 jours. Lévin comptait particulièrement sur certains petits pâtés dont il croyait sentir le fumet sur le chemin du retour. Son premier mot fut pour ordonner à Philippe de les lui servir. Mais il n'en restait plus un seul, et tous les poulets avaient également disparu. « Parlez-moi de cet appétit, dit en riant Stepan Arkadyevitch en désignant Vassia. Je ne puis pas me plaindre du mien, mais celui-là est vraiment phénoménal. Tout est dans la nature, répondit Lévin en regardant Vassia sans aménité. Eh bien, Philippe, serre-moi le rôti. Il n'y en a plus, monsieur, on en a jeté les os aux chiens. On aurait tout de même pu me laisser quelque chose, s'écria Lévin, prêt à pleurer de dépit. Eh bien, puisque c'est comme ça, reprit-il d'une voix tremblante en évitant de regarder Veslovski, vide les bécassines et bourrelet d'ortie, et tâche de me trouver au moins un pot de lait. Sa faim apaisée, il fut confus d'avoir témoigné son désappointement devant un étranger et rit le premier de la colère qu'avait provoquée sa fringale. Le même soir, après une dernière chasse où Vassia lui-même se distingua, les 3 compagnons reprirent le chemin du logis où ils arrivèrent la nuit. Le retour fut aussi gai que l'aller. Veslovski chanta fort ce romance et évoqua avec un plaisir tout particulier le souvenir de ses aventures. La halte auprès des paysans qui l'avaient régalé d'eau de vie, la promenade nocturne avec la fille de ferme en éclatant des noisettes et la réflexion cocasse que lui avait faite un manant en apprenant qu'il n'était point marié. « Eh bien, au lieu de reluquer les femmes des autres, tâche plutôt voir à en prendre une à ton goût. » Phrase qu'il ne pouvait se rappeler sans rire. « Je suis on ne peut plus content de notre excursion, déclara-t-il. Et vous, Lévin ? » Moi aussi, répondit franchement celui-ci, tout heureux de ne plus éprouver aucune animosité envers le brave garçon. Je vais m'arrêter ici à la fin du chapitre 13. Voilà. Encore et toujours, je vous l'ai lu encore et toujours, ce poème. Je ne crois pas. Allez, je vais en lire 3. Je crois que je ne les ai pas lus. Alors, allons-y. Visage de toi. Ma solitude est si peuplée, si pleine de nostalgie et de visages de toi, d'adieux d'il y a longtemps et de baisers de retrouvailles et de changements soudains et de derniers wagons. Ma solitude est si peuplée que je peux l'organiser comme une procession par couleur, taille et promesse, par époque, par sensation et par saveur. Sans plus de tremblement, j'embrasse tes absences qui aident et qui mènent dans mon visage de toi. Je suis remplie d'ombre, de nuits et de désirs, de rires et d'une certaine malédiction. Mes invités arrivent, ils arrivent comme des rêves, avec leur rancune nouvelle, leur manque de sincérité. Je mets un balai derrière la porte, parce que je veux être seule avec mon visage de toi. Mais le visage de toi regarde vers ailleurs, avec ses yeux d'amour qui n'aiment plus comme des vivres à la recherche de leur fin. Ils regardent et éteignent ma journée. Les murs s'en vont, il reste la nuit. Les nostalgies s'en vont, il ne reste rien. Et mon visage de toi ferme les yeux, et c'est une solitude si déserte. Je t'aime. Tes mains sont mon délice, mes accords quotidiens. Je t'aime parce que tes mains travaillent pour la justice. Si je t'aime, c'est que tu es mon amour, ma complice, et bien mieux,
et dans la rue l'un et l'autre à côté, nous sommes beaucoup plus que deux. Tes yeux sont mon incantation contre les mauvais jours à venir. Je t'aime pour ta vision qui voit et sème l'avenir. Ta bouche qui est tienne et mienne, ta bouche ne se nourrit pas d'illusions. Je t'aime parce que ta bouche sait appeler la rébellion. Si je t'aime, c'est que tu es mon amour, ma complice, et bien mieux. Et dans la rue, l'un et l'autre à côté, nous sommes beaucoup plus que deux. Et pour ton visage pur et franc, et pour ton pas de vagabonde, et tes larmes pour le monde, parce que tu es le peuple, je t'aime tant. Et parce que l'amour n'est pas garantie de sainteté, ni leçon de morale candide, et parce que nous sommes un couple lucide qui sait qu'il n'est pas isolé. Je veux t'aimer dans mon paradis, car il se trouve qu'en ce lieu, tous les gens vivent heureux, même si cela leur est interdit. Si je t'aime, c'est que tu es mon amour, ma complice, et bien mieux. Et dans la rue, l'un et l'autre à côté, nous sommes beaucoup plus que deux. Encore et toujours. Je n'y crois toujours pas. Tu arrives à mes côtés, et la nuit est une poignée d'étoiles et de joie. Je palpe, je goûte, j'entends, je vois ton visage, ton pas plein d'allant, tes mains, et cependant, je n'y crois toujours pas. Ton retour a tellement à voir avec toi et avec nous, que je l'annonce le devançant et je le chante au cas où. Personne ne te remplace au nom. Et les choses les plus triviales deviennent fondamentales dès que tu rentres à la maison. Cependant, à chaque fois, je doute de cette bénédiction, parce que le bonheur de t'avoir là me semble être une illusion. Mais tu viens, c'est assuré. Tu viens avec ton regard pur, c'est pourquoi ton arrivée rend magique le futur. Et même si je ne comprends pas toujours mes erreurs et mes déceptions, je sais qu'au creux de tes bras, le monde a une signification. Et si j'embrasse la témérité et le mystère de tes lèvres nues, il n'y aura ni doute ni goût superflu, je t'aimerai plus encore et toujours. Celui-ci, je vous l'avais lu déjà, il me semble. Épigramme avec mur. Pardon. Entre toi et moi, mademoiselle, se dressait un mur de Berlin fait d'heures désertes, de fugaces mélancolies. Tu ne pouvais pas me voir parce que montaient la garde, les rancunes d'autrui. Je ne pouvais pas te voir parce que j'étais séduit par le soleil de tes présages. Et pourtant je ne cessais de me demander comment tu étais dans ton attente, si par exemple tu ouvrais les bras afin d'embrasser mon absence. Mais le mur tomba, il s'écroula, personne ne sut que faire des malentendus, certains les rassemblèrent comme des reliques. Et soudain l'après-midi, je t'ai vu sortir d'une trouée dans la brume et passer à mes côtés sans m'appeler, sans me toucher et sans me voir, et courir à la rencontre d'un autre visage, débordante de quotidienne sérénité. Un autre visage dont j'ignorais peut-être l'existence entre toi et moi. Il avait existé, un mur de Berlin qui, en nous séparant, désespérément nous unissait. Ce mur qui maintenant n'est plus que décombre et oubli. Merveille. Allons, demoiselle, utilisez la merveille, cette lueur qui n'a pas de maître aiguise ton délire, arme ton rêve, pendant que je t'attends de l'autre côté. Si parmi les pires nous sommes les meilleurs, dépensons notre peu de libre arbitre, récupère ton corps, fais qu'il soit mien, et je l'accepterai avec 1000 amours. Et puisque nous attendons tous impatiemment et que partout le monde se fourvoie, apprenons la vie par le bouche à bouche, et pour une fois, utilisons la merveille. Allez, moi je m'arrête là. J'avais une chanson, je sais pas si j'ai envie.
Je sais que j'avais envie de chanter tout à l'heure et puis je ne sais pas. Cet épisode de chasse. Non. Je suis pas trop chasse. Enfin, de toute façon, la chasse, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, vous avez des panneaux sur la route pour vous indiquer qu'il y a une chasse en cours et que vous êtes censé faire attention. Et je ne sais pas à quoi on est censé faire attention. Éviter les balles ou alors éviter de renverser des chasseurs ou des bêtes qui s'enfuiraient, je sais pas. J'ai la mauvaise habitude de klaxonner quand je vois qu'il y a une chasse en cours. Je me dis, bon, voilà, je vous dis des secrets, hein. C'est comme ça. J'ai un humour particulier. Je suis pas sûre. Les chasseurs ne m'ont jamais rien dit. Enfin, je les ai jamais croisés. J'ai un peu mal à la gorge, j'ai lu beaucoup. Alors, j'ai la gorge un peu sèche, je sais pas ce que ça a donné. Gravity is working against me, and gravity wants to bring me down. Oh, I never know what make this man with all the love that his heart can stand. Dream of ways to throw it all away. Oh, gravity is working against me, and gravity wants to bring me down. Oh, twice as much and twice as good, and can't stand like one half could. It's wanting more that's gonna send me to my knees. Oh, twice as much and twice as good, and can't stand like one half could. It's wanting more that's gonna send to my knees. Oh, gravity, stay the hell away from me. And gravity has taken better men than me. How can that be? Just keep me where the light is. Just keep me where the light is. Just keep me where the light is. Keep me where the light is. Je vais m'arrêter là parce que même... Allez, je vais rester ici. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Une lecture très longue. Bon, j'ai décidé de terminer ainsi Anna Karénine. À moins que j'y prenne moins de plaisir. Mais pour l'instant, ça va. Aujourd'hui, c'était un peu particulier, je vous l'ai dit. Ça ira mieux demain. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, de beaux rêves, une belle nuit, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Faites attention à vous. Et à bientôt pour une prochaine lecture. Merci encore.